Vous êtes branchés sur la fréquence 9 3/4. Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fréquence 9 3/4. Je suis Marina. Et je suis Jérémy. L'équipe de Gryffondor a enfin gagné la coupe de Quidditch et on avait laissé nos amis dans l'euphorie la plus totale. Mais après la fête, il va falloir retourner au travail parce que les examens de fin d'année à Poudlard approchent. Le procès en appel de Buck aussi, même si la cause semble perdue, mais il ne faut jamais cesser de croire, tout comme Ron va l'apprendre vis-à-vis de Croutard. Mais comme le titre l'indique, c'est surtout une mystérieuse prophétie qui va nous intéresser ici, une prophétie bien plus inquiétante que les habituels examens de fin d'année. Si comme Trelawney, vous avez vous aussi le don du troisième œil, alors vous savez déjà qu'une nouvelle auditrice va nous accompagner tout au long de ce chapitre et jusqu'à la volière. Donc on est ravis de recevoir Océane. Alors salut Océane, comment tu vas ? Salut, ça va très bien, merci beaucoup. Et vous, comment ça va ? Bah oui, ça va très bien, ça va merci. très bien. Océane, t'as candidaté sur le Discord, voilà, un peu comme les précédents auditeurs qu'on a reçus. Des centaines d'autres auditeurs. Non, quand même pas. Mais voilà, t'as candidaté, puis on est très heureux de t'avoir. Et puis, comme d'habitude, on va te poser quelques petites questions afin que les auditeurs te connaissent un peu mieux. Et pour ce faire, eh bien je vous invite tous à nous suivre dans la brume mystérieuse d'une boule de cristal dès maintenant. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Chapitre 16. La prédiction du professeur Trelawney. Alors Océane, donc tu es une auditrice de l'émission. La première question qu'on pose à chaque fois à tous les auditeurs, c'est est-ce que tu peux nous dire quand et comment tu as découvert le podcast de la fréquence 9 3/4 ? En fait, j'ai eu connaissance de votre podcast juste avant la première diffusion du premier épisode. J'ai essayé de me souvenir, mais en fait, j'arrive pas à me remémorer, mais je crois que quelqu'un a retweeté quelque chose sur Twitter, évidemment. Je n'étais pas forcément à écouter beaucoup de podcasts, mais quand j'ai vu le vôtre et le concept, j'ai tout de suite accroché. Et du coup, je vous écoute depuis le tout premier, en fait. Ah ouais, donc depuis... on avait regardé, ça fait 2 ans et demi à peu près maintenant qu'on... Ok, donc vraiment depuis l'épisode 1, quoi, ça fait plaisir. C'est ça, totalement. Et puis, je vous ai pas lâché. Évidemment, il y a eu le confinement derrière, donc j'avais qu'une hâte, c'était d'entendre vos épisodes. Et vraiment, ça m'a replongée complètement dans l'univers d'Harry Potter et ouais, trop cool. Justement, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Ça t'a replongé dans l'univers d'Harry Potter parce que tu avais mis un peu ça de côté dans ta vie d'adulte. Comment tu as découvert à la base Harry Potter et puis comment ça a évolué avec le temps, cette passion ? En fait, moi, Harry Potter, je l'ai découvert quand j'étais en 5e. Donc, moi, j'ai 33 ans. On est à peu près de la même génération. Donc, à l'époque, il y avait les tomes du 1 au 3. Il n'y avait pas encore de film de sortie, ni le 4e livre. Et en fait, moi, c'est un truc que j'ai gardé un peu pour moi. Mes copains n'étaient pas forcément à fond sur Harry Potter. Et même quand j'ai grandi, même au lycée, à la fac ou quoi, les gens autour de moi n'étaient pas forcément branchés sur Harry Potter. Donc, j'avais l'impression d'être toute seule dans mon dans mon monde. Et en fait, quand je dis que ça m'a replongée dans l'univers d'Harry Potter, c'est plutôt que je me suis dit: «Ah mais en fait, je suis pas du tout toute seule à être à fond et à connaître plein de choses». J'étais pas sur les forums, tout ça, j'étais vraiment, j'avais pas trouvé ces forums-là, comme, de temps en temps Jérémy, parle. Mmh. Heu et voilà et en fait, de vous écouter, ça m'a donné je sais pas, ça m'a fait une ouverture comme ça, d'esprit. Je me suis dit: «En fait, il y a d'autres gens, d'autres fans, d'autres Potterheads, trop bien» et voilà. Et puis que c'est pas terminé, surtout, c'est vrai qu'il y a eu une effervescence il y a maintenant quelques années quand on attendait que les livres sortent et puis que quand les films continuaient à sortir aussi au cinéma et puis après, il y a eu un petit moment de creux et maintenant on est plusieurs années après tout ça et c'est vrai qu'on a à cœur un petit peu quand même que le fandom continue d'exister. Et qui évolue à travers les générations. Ouais, parce que les jeunes générations continuent de découvrir Harry Potter, donc on se dit, ouais, il y a toujours un public, on n'est pas les seuls, donc c'est super cool en fait, si notre podcast permet de dire à des fans, même si vous avez aimé Harry Potter il y a longtemps, vous pouvez encore le faire, encore en parler, faites comme nous. C'est pas du tout un truc que j'ai lâché par contre parce que je lis tous les livres au moins une fois par an. Donc ça depuis toujours quoi, depuis que je connais Harry Potter. Donc je l'ai vraiment pas lâché du tout et c'est juste que, je le gardais pour moi et j'en parlais pas spécialement autour de moi quoi. Voilà, c'est simplement ça.
Et tu le disais, donc tu as découvert Harry Potter par les livres avant que le premier film soit sorti au cinéma. Et Oui. donc c'est une grande chance, ça, quand même. Est-ce que tu te souviens, c'est une question qu'on avait déjà posée, mais est-ce que tu te souviens l'image mentale que tu t'étais projetée sur l'univers avant de découvrir le premier film? Ou est-ce que maintenant tu as surtout l'image des films en tête parce qu'on est inondé partout, évidemment, de l'univers visuel des films? Est-ce que tu te souviens? Mais en fait, c'est marrant parce que je me rappelle quand j'ai vu le film, je me suis dit: «Ça ressemble vraiment beaucoup à ce que je m'étais imaginé». Donc j'ai pas été déçue moi par les premiers films. Heu et quand je les relis aujourd'hui, finalement, j'ai pas tellement l'image des quand je lis les livres, pardon, j'ai pas tellement, l'image des films qui me reviennent, même les acteurs ou quoi, sauf pour les dialogues, quand c'est vraiment Ouais. similaire, évidemment, j'ai la voix qui résonne dans ma tête et j'ai l'image. Mais sinon, non, j'arrive encore à garder un peu mon image personnelle que je me suis faite de cet univers. Bah, ça, c'est super cool. Ouais. Et pour revenir au présent, dans ta vie d'adulte, je crois qu'Harry Potter est de plus en plus présente puisqu'il a influencé le métier que tu fais aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Exactement, exactement. Alors c'est du coup une petite blague avec vous là, mais c'est vrai que ça a fait un effet papillon, en fait. J'ai commencé à vous écouter, je me suis mise à parler d'Harry Potter, sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, de fil en aiguille, en fait, on cherchait un projet d'entreprise avec mon mari depuis longtemps déjà et lui est cuisinier et en fait, on a eu un déclic qui s'est fait il y a un peu plus d'1 an maintenant. On s'est dit: «Mais en fait, voilà, c'est ça notre idée, c'est de faire, bah, voilà, de faire un salon de thé, boutique sur, l'univers d'Harry Potter». Donc la boutique, c'est ma partie, tout l'univers d'Harry Potter, c'est ma partie et toute la partie salon de thé, bah, c'est mon mari. Il est aux commandes pour faire, toutes les pâtisseries et cetera. Jérémy et moi, on Hem, a déjà repéré quelques pâtisseries à venir goûter. C'est ça. c'est ça et du coup, bah, voilà, la petite blague, c'est que, quelque part, vous pouvez demander des parts, sur cette entreprise, mais moi, je paye en Kinder Bueno, donc apparemment. Ouais, et Jérémy a décidé que sa part, ça sera en Kinder Bueno, oui. Ah, ça me va. Moi, je me demande encore parce que bon, c'est pas, je fais quand même un peu attention à ma ligne, donc les Kinder Bueno. Votre salon Oui, de thé s'appelle Elixir et Sorcellerie et il est basé à Cannes, si je me trompe pas, c'est ça? à Cannes, exactement, au centre-ville de Cannes, tout à fait. En tout cas, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à aller dans la boutique d'Océane, enfin dans le salon de thé d'Océane et de son mari, de lui faire un petit coucou, et puis nous faire aussi des petites photos pour qu'on puisse voir comment c'est, même si on a déjà un peu stalké sur Instagram et tout. Ouais, vous avez un La compte boutique. Instagram, on peut voir les photos, ça a Ouais, l'air ouais, très on très a tout chouette. stalké. Oui, oui, j'ai vu les abonnements et tout, je me suis dit: «Ouh là là!» Non, non, en vrai, ça a l'air super sympa, on n'a qu'une envie Bah en ouais. voyant les photos, c'est de s'installer Mais et de carrément, passer un bon moment. Ouais. ouais, c'est franchement si on vient dans le sud et tout, c'est sûr que ça sera un passage. Ouais, mais c'est ce que je vous expliquais aussi, mon envie en tant que fan, c'était que je trouvais que ça manquait d'un endroit où se poser et se retrouver avec d'autres fans de l'univers et c'est ce que permet le salon de thé donc ça franchement c'est pour moi c'est une grande réussite sur ce point-là. Je suis vraiment très fière de ça parce que, ben, il y a des gens qui se parlent, qui se rencontrent, un petit peu comme avec votre podcast parce que je crois qu'il y a eu des rencontres amicales et tout, qui Ouais. se sont faites avec le Mm. Ouais, podcast. ouais. Ah bah, je trouve ça génial quoi, que ce soit un peu plus que juste une aventure personnelle, mais une aventure aussi pour les autres et Bah voilà, voilà, je trouve pour ça qu'ils soient dans le sud, ils peuvent organiser une rencontre dans le Ah salon de bah thé oui, voilà, il y a un lieu. carrément! d'Océane. Bah voilà, c'est déjà tout trouvé. Et enfin, Océane, dernière question. Si tu devais choisir un livre, un film et un personnage, ce serait quoi tes choix? Alors un film, je pense que c'est difficile. Moi, je crois que le 3 il marque un tournant vraiment dans l'univers. Heu, J'aime beaucoup le 3. Vraiment, quand je fais mes marathons, quand j'arrive au 3, je suis trop contente. C'est un peu plus sombre et tout ce qu'a fait Alfonso Cuarón, pardon, c'est vraiment magnifique. Enfin, j'ai trouvé ça génial quand je l'ai vu la première fois. Pour les livres, je dirais que j'hésite entre le 5 et le 7. C'est difficile, je dirais le 5. Pas facile à lire entre guillemets parce que Harry est très en colère dans ce livre-là, donc des fois on est un peu mal à l'aise, mais en même temps j'aime bien le lire et personnage préféré, ben, moi je suis pas très originale, ce serait Harry. Oh bah si, Heu, t'es original parce que Bah ouais. c'est pas commun quand même. Mm. ouais, ben non, moi Peu c'est de gens Harry, je trouve que préfèrent c'est le Harry. personnage ouais, ouais, c'est vrai que souvent on parle finalement d'autres personnages en fait, ouais, c'est vrai. Mais moi c'est Harry, je sais pas, c'est le personnage que je comprends le mieux et auquel je me suis vraiment tout de suite, je sais pas, attachée.
Et je sais que Marina, des fois, elle le critique un peu et je fais partie des gens. Et je le critique autant que je l'aime, donc Je crois qu'on fait les deux, nous. Hein. C'est vrai que. Harry, ça fait partie parfois de mes personnages préférés pendant mes relectures. Je le critique, mais en même temps, je l'aime énormément. Parce que, pareil que toi, en fait, je me reconnais beaucoup dans Harry. Et je pense que, ouais, je sais pas pourquoi les gens ont un peu un désamour pour Harry, parce qu'il est quand même très très humain. Et c'est peut-être ça qui dérange les gens aussi. C'est le fait que le héros ait beaucoup de failles. Ouais, des défauts. Ait beaucoup de failles et les exprime énormément. Et en même temps, enfin, je vais pas revenir sur le débat, mais en même temps, il a de quoi. Oui, puis c'est le point de vue aussi, parce que en fait, on est tout le temps dans la tête Mais de oui. Harry. Enfin, il y a de très rares moments dans Et tout le monde dans le se mêle livre. de ce qu'il y a dans la tête d'Harry, donc au bout d'un Oui, moment. voilà, c'est ça. Le narrateur est toujours omniscient et dans la tête d'Harry. Il quitte la tête de Harry à de rares moments. Et je pense que, par exemple, si la saga était écrite sous le point de vue de Hermione ou de Ron, je pense qu'il nous agacerait peut-être encore plus que Harry lui-même. Enfin, quand on demande un personnage préféré d'une saga où il y a plein de personnages, c'est pas souvent le héros qui ressort. Et c'est vrai que, pour le coup, c'est quand même original de dire, moi, j'adore le héros principal, quoi. J'adore Harry, donc... Si, tu es original, Océane. Assume ton originalité. Mais en tout cas, tu soulèves quelque chose d'hyper juste, tu vois, j'y avais jamais pensé et je pense que tu as totalement raison. C'est le fait d'être complètement immergé dans sa tête, du coup, forcément, on voit tout, quoi. On a accès à tout et c'est pas le cas des autres personnages et ouais, totalement. Je pense que tu as tout à fait raison. Et juste parce qu'on a oublié, mais je pense connaître la réponse au vu de ton avatar sur Discord, mais ta maison à Poudlard, ça serait quoi? C'est Gryffondor. Ah Je suis- bon, c'est tout rouge et tout. C'est tout rouge. D'ailleurs, c'est toi en dessin, non? C'est un peu ça, ouais. Je suis Gryffondor, mais c'est vrai que j'ai un grand côté Poufsouffle aussi, quand même. L'ascendance pousse. Ouais, voilà, ascendant Poufsouffle. Ok, merci Océane. Je pense que les auditeurs te connaissent un peu mieux, t'identifient un peu mieux maintenant. Et puis, tu vas nous accompagner sur ce chapitre 16 du tome 3 et puis jusqu'à la volière, bien entendu. J'espère que tu vas passer un bon moment avec nous. Oui, j'espère. Bah oui. Ah, normalement, ça se passe bien. Non mais t'inquiète, il va te chouchouter parce que bon, il a prévu d'aller dans ton salon de thé, donc Ouais. il va pas renoncer aux friandises. Ouais, j'ai repéré quelques pâtisseries, donc on va faire on va être gentil et on va faire en sorte que ça soit un bon moment pour être bien accueilli à Cannes. Ah, les faillots. Marina, est-ce que tu es prête à te plonger dans ce chapitre I'm 16? ready. Alors, on y va, c'est parti. Les effets de la victoire de Gryffondor au Quidditch ont duré pendant au moins une semaine. Mais la réalité a rattrapé les élèves. Même si le temps se prête plus à se prélasser dans le parc, l'heure est plutôt, malheureusement, aux révisions des examens de fin d'année. Pour se concentrer sur l'énorme tas d'infos à regurgiter, les élèves se forcent à rester enfermés dans le château, et seule une petite brise printanière vient jusqu'à eux. L'ambiance est tellement studieuse que même Fred et George se jettent à corps perdu dans la révision de leur buse. Percy, lui, passe ses examens des aspics avec l'objectif de faire partie du haut du classement pour pouvoir prétendre à un poste au ministère de la magie. Autant dire que le level de stress de Percy le rend encore plus insupportable que d'habitude. Mais Hermione arrive quand même à le surpasser en termes de pression, et il y a de quoi. Elle a par 2 fois 2 examens aux mêmes horaires. Comment est-ce que c'est humainement possible ? Même si Hermione est émotionnellement une bombe à retardement, Ron tente de savoir comment elle compte y arriver. Hermione met fin tout de suite au questionnement de Ron, et puis de toute façon, l'arrivée d'Edwige met fin à toute conversation. La lettre vient d'Hagrid. Il annonce aux 3 amis que l'audience en appel de Buck aura lieu le 6, soit le dernier jour des examens. Mais cette audience n'allait être qu'une mascarade, puisqu'en plus d'un délégué du ministère de la magie, il y aura un bourreau présent. Le sort de Buck est déjà scellé. La fameuse justice magique dont on parle souvent. Non, juste, je pensais là, comme ça va être une semaine de révision à Poudlard, ça m'intéresse de savoir, vous étiez quel type d'élève dans ces moments d'examen? Est-ce que vous étiez hyper stressé, à réviser tout le temps, en mode hardcore, ou c'était plutôt assez confiant, ou voire je m'en foutisme, je sais pas, genre Océane, t'étais quel genre d'élève, toi, quand t'étais élève dans le Poudlard moldu?
J'étais très stressée par les examens, et cetera, parce que j'étais pas hyper bonne. Je suis très Ron, moi. Alors, plus travailleuse que lui quand même, mais au niveau des résultats, tout ça, je me situe un petit peu comme, Ron. Mais j'avais évidemment, copine Hermione, insupportable, qui avait déjà révisé depuis 2 mois en avance. Plutôt, je dirais un mix peut-être entre Harry et Ron, quoi. Voilà. Moi, à la fac, j'étais... En fait, j'attendais au dernier moment de réviser. À chaque fois, je me disais, ah, j'ai le temps, je suis large. Jusqu'au moment où j'étais plus large du tout. Et là, je me mettais à réviser, mais je mangeais en révisant, je faisais tout en révisant, en fait. J'étais dans la panique la plus totale. Et j'étais en mode, je vais rater ma vie, je vais jamais réussir. Enfin, le gros drama qu'on a tous connu en étant étudiant, quoi. J'étais comme ça, j'étais exactement comme ça. Ce que tu disais à l'épisode avec Morgane où tu révisais, enfin tu t'apprenais le soir pour que ton Ouais. cerveau il enregistre. Ah non, mais oui, j'ai tenté tellement de trucs. J'ai tenté des trucs, mais je veux dire, j'ai jamais triché ni quoi que ce soit de toute ma vie. Mais je disais plein d'astuces pour voir comment mieux mémoriser les choses et tout. Enfin, j'étais... Fabien Olicard est ton ami, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'avais plein de moyens mémotechniques. Je faisais des liens avec les choses qui n'avaient rien à voir pour me C'est souvenir quoi, c'est le des palace choses. mental ou je sais Ouais, pas comment on j'essayais appelle de me ça. faire ouais, je me faisais une espèce de palace mental juridique, tu vois. Moi, je misais tout sur la mémoire à court terme aussi, tu sais, juste à lire 5 Ah oui. minutes avant l'examen. Non, mais si, je vais retenir, c'est sûr. Mais quand je parlais du tas d'infos à ingurgiter, ça me faisait penser justement aux examens moldus. Et je me demande combien de pourcentage de cours ingurgités il me reste aujourd'hui. C'est du bourrage de crâne quand même. Je pense qu'il m'en reste même pas 50%. Il y a des choses, je m'en sers tous les jours à cause de mon métier. Mais sinon, la plupart des choses, j'ai carrément oublié. Il faudrait que je me remette si je voulais à nouveau traiter un sujet qui concerne certains. Par exemple, le droit des successions, je déteste ça. Et j'ai totalement tout oublié. Mais on peut se poser la question sur à Poudlard aussi. Parce que je crois qu'on avait déjà discuté genre de la métamorphose. Je suis pas sûr, par exemple, qu'un cours comme la métamorphose te soit vraiment utile en fonction de la vie d'adulte que tu auras après. Par exemple, si nous, imaginons, on est sorcier. Là, Weezy, on pourrait la métamorphoser en tasse. Le temps de l'épisode. Mais c'est horrible de faire ça. Mais le temps de l'épisode, elle souffre pas. Comme ça, elle reste sage. Là, pour l'instant... Et on boit notre thé dans Weezy. Oh, non. très bizarre. Après, c'est trop poilu. Par contre, le pire, moi, je trouve, c'est l'histoire de la magie, franchement. Ah ouais. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est carrément l'histoire du droit, l'histoire de la magie. Ouais, oui, c'est ça, mais après, c'est un peu l'histoire moldue, quoi. C'est utile aussi de savoir le monde dans lequel tu vis, en fait. D'où tu viens, enfin, de connaître l'histoire, en fait, de ton pays, de ta culture. C'est intéressant, mais c'est vrai que je pense qu'il y a un tel niveau d'information que t'en oublies sans doute plus de la moitié, ouais. Oui, puis le professeur joue beaucoup Oui, aussi c'est ça. sur l'intérêt Ouais. porté à la matière. Je pense que Beans n'est pas le meilleur des professeurs. Non. Bon, après, sinon, moi, ouais, en tant qu'élève, j'étais... Serre d'aigle. Ouais, alors moi, je suis serre d'aigle. En fait, je pense que j'étais assez studieux dans le sens où je repoussais pas à la dernière minute mes révisions, mais j'étais pas non plus un forceur. C'est-à-dire que je faisais pas le minimum syndical, mais disons que je me disais, si je suis attentif en cours, je vais pas avoir passé des heures à réviser chez moi. Et ça marchait plutôt bien, j'essayais d'être attentif un peu tout le temps. En fait, j'étais tout le temps un peu en contrôle continu dans ma tête comme élève. Et si bien que, par contre, les examens, en fait, c'est plus les autres qui me stressaient. C'est-à-dire que moi, j'étais entouré d'Hermione aussi. Et en fait, je fuyais les Hermione. C'est-à-dire que je voulais pas entendre parler de l'examen avant. C'est-à-dire, par exemple, tous ceux qui révisaient dans le couloir, assis par terre, en se disant... Présente. en se posant les questions du cours, c'est niette, je veux pas t'entendre, en fait. Et pareil, les débriefs après examen, genre, à la question numéro 6, t'as répondu quoi? Bah, j'ai répondu ça, évidemment. Alors, moi, c'est no way, parce que c'était le truc, forcément, c'est l'usine à stress, parce que tu dis, ah ouais, mais moi, j'ai pas du tout répondu ça. Ah ouais, non, mais j'ai complètement foiré, en fait, je pensais avoir réussi. Donc, non, en fait, je me coupais un peu du monde, et j'essayais de me faire confiance à moi-même. Mais est-ce que vous aussi, pendant les examens, vous aviez, surtout à la fac, est-ce que vous aviez les méthodes de calcul? Je viens de louper cette épreuve, mais si je me défonce à l'autre épreuve, ça peut rattraper. Si j'ai au moins 14-15,
ça peut le faire. Coef Pour 4,5. passer tout. Ouais, tu calcules avec les coefs et tout pour éviter la catastrophe. À la fac et ailleurs, hein, moi au collège, je misais tout sur la flûte. Allez, on cartonne la flûte et oui, bon. Il veut dire qu'il n'y a même plus la flûte aujourd'hui. On a tous connu, moi j'ai connu des Hermione en puissance, du genre, alors ça m'énervait, genre, j'ai complètement foiré. Et au fin de compte, une semaine plus tard, après correction, 18 sur 20. Moi, je peux pas dire parce que durant tous mes examens, mes derniers examens que j'ai passés, le dernier diplôme que j'ai eu, c'était la fin de ma vie, tu vois. Je suis nulle et tout. Je l'ai raté. J'ai cartonné. Voilà. Mais j'ai pleuré comme Elle est là. J'ai pleuré en plus parce que ça mettait fin à des années d'études. Je sais pas si vous avez pleuré à la fin de vos études, mais moi j'ai pleuré comme jamais. Je m'en rappelle, il y avait c'est personnel ce que je raconte encore ma vie. Je venais d'avoir les résultats et j'étais chez mes parents à ce moment-là et ma mère monte dans ma chambre accompagnée du petit de mon cousin qui avait genre 3 ans à l'époque. Et je lui annonce que ça y est, c'est bon, mes études sont terminées, j'ai eu le diplôme et tout, j'ai cartonné. Et là, je me suis mise à pleurer, mais tellement fort et de joie que le petit a commencé à pleurer parce qu'il pensait qu'il m'était arrivé un truc super grave. Et moi, arrêtez que j'étais là, non, j'ai juste fini l'école. Il a dû me prendre pour une tarée. Mais voilà, ouais. Moi, j'avais beaucoup d'émotions à terminer. J'ai vécu ça comme une torture, quand même, les études. Mais en vrai, en transposant ça dans l'univers d'Harry Potter, je pense que ça doit faire un choc. Quand t'as fait 7 années à Poudlard, t'as passé tes bus en 5e année, tu passes tes aspics en 7e, et après, genre... Alors, a priori, il y a quand même des études supérieures, mais on connaît pas les détails. Mais en vrai, c'est la fin d'une partie de ta vie, quoi. Genre, ça doit être hyper déprimant de quitter Poudlard. C'est clair, c'est sûr. Et j'étais en train de me dire, parce que moi, j'ai pas eu le même effet que Marina, parce que j'ai fini avec 6 mois de stage, en fait, mon Master 2. Mais du coup, je me disais, mais ça se trouve, en 7e année, peut-être que tu pars en stage à la fin, je sais pas. Pour faire un peu à la vie d'adulte, à la vie professionnelle, petit à petit. Mais c'est une torture, mais parfois, j'ai envie de reprendre mes études parce que ça me manque de plus apprendre. Après, j'ai de la chance, là, je sais que je vais faire des nouvelles formations dans mon métier. Je suis plutôt contente de faire des formations parce que c'est comme des cours magistraux. Mais ça me manque à tel point que j'en rêve en ce moment, la nuit. Moi, je me réveille, et il y a mon employeur qui m'annonce que ça y est, il y a les examens finaux qui arrivent et tout. Et moi, j'ai pas révisé. Et j'ai un papier, un stylo devant moi et j'ai rien révisé. Et ça me met en stress. Enfin, ouais, j'ai parfois, je sais pas si ça vous arrive à vous, mais parfois j'ai envie de reprendre mes études, d'apprendre des nouvelles choses, de me reformer. C'était pas si mal en fait. C'était pas si mal, et puis je sais pas. Profitez les jeunes qui nous écoutaient. Ouais, et puis c'est apprendre tout le temps des nouvelles choses, être ouvert sur tout. Puis je sais pas, se faire évoluer dans le métier et tout. Ça me manque. Ça me manque. Moi, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de formations ces dernières années. Et par contre, j'étais tellement plus heureuse en formation parce que je trouve que, pour le coup, c'est a priori sur des sujets qui t'intéressent vraiment, tu vois. Ah oui, bah ouais. Et moi, j'ai vraiment apprécié faire des formations parce que le côté d'apprendre de nouvelles choses, etc., dans ce qui te passionne, évidemment. Mais alors, le lycée, la fac et tout, ça me manque absolument pas, par contre. Non, c'est plutôt la fac qui me manque. Mais ça, je sais, c'est les potes qui me manquent aussi. C'est les potes. La vie étudiante. Ouais, c'est ça, c'est la vie étudiante qui me manque un peu. Enfin bref, on va revenir quand même à cette triste nouvelle du bourreau qui sera présent à la commission d'appel pour Buck. Donc quand Harry apprend que le sort de Buck est déjà scellé, à ce moment-là, il se dit que Malfoy père a sûrement quelque chose à voir avec ça. Parce que depuis quelque temps, Drago a repris du poil de la bête après la victoire de Gryffondor et il va même aller jusqu'à faire des petites remarques narquoises sur Buck. En tout cas, pour Hagrid, c'est un coup dur. Mais face aux mesures de sécurité, il est impossible pour le trio de passer le voir. Et quant à la cape d'invisibilité, il est pour l'instant plus prudent de la laisser sous la statue de la sorcière borgne. Le marathon des examens débute pour les 3e années par l'épreuve de métamorphose. Justement, attention Weedy à toi. Pour réussir, les élèves doivent changer une théière en tortue. Très utile.
La plupart des élèves sont déjà contents d'avoir réussi la métamorphose de la théière, mais c'était sans compter Hermione, justement ça revient à ce qu'on a dit, qui regrettait que sa tortue soit plus une tortue maritime alors qu'elle aurait dû être une tortue terrestre. J'ai tout raté. madame. C'est ça. Et d'ailleurs, si vous voulez vous essayer à ce test de métamorphose, j'ai vu que ce sort faisait partie des sortilèges qui peuvent être lancés pendant les tests de métamorphose dans la version Nintendo DS du jeu Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Donc, si Auquel vous je n'ai l'avez- jamais joué. Donc, Ouais, moi j'ai déjà joué. L'Ordre du Phénix, tu as Ouais. joué? Ok. Attends. Oui, Coupe de Feu et Ordre du Phénix, je crois. Ok, moi je les ai pas tous faits. Et Chambre des Secrets sur Game Boy, je crois. Ah, les 2 premiers, je les ai saignés. Et le premier sur PlayStation 1. Voilà pour mon historique de gameuse. Il y aura un quiz en fin d'émission. Ouais, il y aura des buses sur ma vie, attention. Qu'ai-je fait quand j'ai terminé mes études? Réponse A. C'est Gilderoy Lockhart en fait. Après le déjeuner, c'est au tour de l'épreuve de sortilège. Le professeur Flitwick a opté pour le sortilège de l'allégresse. Dans cette épreuve, le sortilège d'Harry était un peu trop dosé parce que le pauvre Ron, qui était son coéquipier, a dû rester 1 heure dans une salle vide jusqu'à ce que sa crise de rire se calme. Le lendemain matin, donc c'est un peu marathon, hein, les épreuves, mais bon, c'est comme dans la vie moldue, c'est Ouais, pareil. c'est ça, hein, c'est pareil. Hein. Le lendemain matin, les élèves continuent la course des examens par le soin aux créatures magiques. L'épreuve consiste à maintenir des Veracras en vie pendant 1 heure, autrement dit, easy peasy. Les Veracras, ouais, j'ai ressorti cette expression qui n'est plus inusitée depuis, je sais pas, les années 2000 et encore. J'ai trouvé ça sympa. Les Veracras se débrouillent très bien tout seuls, donc ça laisse la possibilité pour Harry, Ron et Hermione de parler avec un Hagrid très inquiet. Buck apparemment est très déprimé de rester enfermé. Alors justement, je vous ai préparé 2-3 questions pour voir si vous pourriez passer les examens finaux de fin d'année. Je stresse là. Très facile. Pareil, oh là là. À quoi servent les Veracras? Alors tu poses à qui? À vous deux? Ah bon? Mais ça sert à rien. À votre Ouais, ça Veracras. sert à rien, ouais, Ouais, c'est ce que j'allais dire. Cultivés, un peu est-ce qu'on pensé. les utilise? Est-ce qu'ils ont une utilité pour les sorciers? Ah, j'imagine que oui. À parce savoir, que- les Veracras, c'est vraiment des vers assez immondes, gluants, voilà. Ouais. Qui vivent très bien tout seuls leur vie. C'est pour ça que l'épreuve est si facile, il n'y a rien à faire. Ils vivent Ouais, leur ouais. vie de Veracras. Mais ils ont une utilité. Ouais, ils ont une utilité. Ouais, c'est ce que... Tu sais, Océane, ou pas? Non, aucune idée. Je me dis, ça peut un peu comme les mandragores, quoi. Il faut les exterminer pour en faire un truc en potion. Ah. Je sais pas. Ouais, je pense que c'est En utilisé en potion, potion. Ouais. Ouais. Et pourquoi? C'est. Je sais pas. Pour les verrues. Non. Enfin, pas le. Ouais, si vous avez la potion en plus dans lequel c'est utilisé, mais c'est un peu utilisé dans pas mal de potions. C'est pas du pu, non? Non. En quelque sorte, ouais. En fait, quand tu les écrases, ça fait du mucus Ah, oui. et ça sert à lier les potions. Ouais, voilà. Donc voilà. Ah, mais comment ça s'appelle dans la vie réelle La gélatine de porc, quoi. C'est un peu la gélatine de porc Ouais. sorcière. La maïzena. C'est ça, c'est ce que je pensais de la Bah ouais. maïzena. Donc voilà. Faut un peu plus réviser pour les prochaines. Je dis ça, je dis rien. Désolée, t'as fait renaître des angoisses, là, ça y est, là. T'as paniqué. On J'ai la- sait que toi, tu voulais retourner à l'école. Ouais, Pas c'est nous, ça. hein. Moi, j'ai la goutte de sueur, là. Après l'épreuve de son créature magique, Harry passe à l'épreuve opposée niveau difficulté, l'épreuve des potions. Il a été impossible pour Harry de préparer un filtre de confusion convenable, et c'est avec un plaisir à peine dissimulé que Rogue lui met une note qui ressemble un peu trop à un 0. Après cette terrible épreuve, d'autres se sont enchaînés. L'épreuve d'astronomie à minuit, celle de l'histoire de la magie sur la chasse aux sorcières au Moyen-Âge. Merci à Florian Forarome des infos sur ce sujet, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Florian Fortescue. Voilà, enfin, Oui, parce que Harry. il mangeait des sundaes au mangeait des chocolat sundaes chez gratuits. lui. Et Florian Forarome, elle était pas mal, comment dire, pointue sur le sujet de la chasse aux sorcières au Moyen-Âge. Voilà. Et puis, il y a eu l'épreuve de botanique. L'épreuve de botanique qui a transformé les élèves en écrevisses sous la chaleur de la serre. Mais je me suis demandé, il n'y a pas les horaires, mais t'as une épreuve quand même à minuit. À quelle heure tu passes l'histoire de la magie? Ouais. 8h le lendemain matin. Je me suis fait la réflexion en relisant le chapitre. Mm. C'est vrai que
Ouais, T'as une journée d'épreuve dans les jambes et tu dois veiller jusqu'à minuit pour passer une épreuve d'astronomie. Compliqué. Surtout, je me suis dit, l'astronomie, là, on en parle parce que c'est l'examen. Mais en vrai, dans le 3e tome, on n'en parle pas trop de l'astronomie, je trouve. C'est un peu dommage parce que on se concentre beaucoup sur la divination avec le professeur Trelawney, mais en fin de compte, on a assez peu de. Enfin, on n'a pas la vie, en fait, genre une scène qui se passerait pendant un cours d'astronomie. Ouais, c'est vrai. C'est un peu dommage. Plus tard, oui. Je pense notamment dans l'Ordre du Phénix où Hagrid va être agressé par toute la squad de Ombrage, etc. Ça se passe pendant un autre examen d'ailleurs d'astronomie. Mais là, dans le 3, même dans le 4, je crois pas qu'on ait trop de cours d'astronomie. C'est dommage. J'arrive même pas à me souvenir du prof d'astronomie. Pas Ouais, Sinistra, c'est comment? ouais, c'est le professeur Sinistra, il me semble, hein. Ah oui. Oui, c'est ça. Elle s'appelle Aurora Sinistra. Voilà. Enfin vient pour Harry sa matière favorite, la défense contre les forces du mal. L'épreuve est littéralement un cas pratique grandeur nature de tout ce qu'ils ont abordé en cours d'année. Les élèves doivent traverser une mare profonde bourrée de strangulo, traverser des ornières envahies de chapeaux rouges, rejoindre un point donné sans suivre les pitiponks, et le bouquet final, résister à un épouvantard. Question. Ah oui, il y a d'autres questions au fur et à mesure du chapitre. Ah, ok. Alors, les élèves doivent traverser une mare profonde bourrée de strangulo. Mais qu'est-ce qu'un strangulo? Ah, ça, je sais. Vas-y. En plus, c'est marrant parce que là, pendant l'enregistrement, vous savez, je suis à la boutique et en fait, on a des figurines et justement, il y en a. C'est une espèce de bestiole verdâtre avec des petites mains pointues, non? Ouais, c'est ça, c'est C'est un ça. démon des eaux. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et est-ce que vous saviez que les êtres de l'eau ont réussi à domestiquer les strangulos et que ça peut être un peu comme leurs animaux de compagnie? C'est les elfes de maison Merci, maritime. le wiki Harry Potter. Non, pas elfes de maison, c'est vraiment animaux de compagnie. Ah, de compagnie, ok. Ouais, et donc du coup, depuis le XXe siècle, le ministère de la Magie l'ont déclaré inoffensif, et pourtant, ils doivent quand même passer une mare remplie de strangulos. Quelle est la difficulté alors? Bah attends, les Pour eux. strangulos, ils attaquent les sorciers quand même, hein. Ouais, tout à fait. Voilà. Ouais. Mais selon le ministère Oui, de la parce Magie, que- c'est pas dangereux, ça va. Ah bon? Ouais. C'est une faible dangerosité. Mais je pense que, ouais, ils ont des petites. Ils ont des. Comment dire? C'est pas les pires, je pense. Mais oui, ils ont des griffes. Ils ont des cornes et tout. Enfin, ils peuvent vraiment te faire mal, mais pour le ministère de la Magie, ils ont évalué leur dangerosité à faible. Ouais, Donc, ça doit du coup, ça doit être dans les Animaux Fantastiques, le recueil de Norbert Dragono, je pense. Parce qu'il y a sûrement, à ouais. chaque créature, il y a un niveau de dangerosité. Bah, après, c'est toujours en comparaison avec les autres créatures Oui, magiques. c'est ça. Vu que c'est bourré de créatures magiques hyper dangereuses, mais quand même, tu veux pas rencontrer un strangulo, quoi. Ouais, c'est ça. Julo, c'est bien ce qu'on voit dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Ouais, Bah, il me Quand semble, Harry est dans ouais, le c'est lac, hein, ça. c'est ça. Mm. Ouais, il se fait attaquer par les sangliers. Ouais, Fleur de la Cour, elle est éliminée à cause de Strangulo. En Donc gros, c'est les chiens lancés par les êtres de l'eau pour c'est un embêter peu les ça, ouais. élèves. Ouais, c'est un C'est peu ça, ça. en fait. Hein. C'est leurs Mhm. animaux de compagnie aussi. Ils ont des petites laisses et tout. Sion Strangulo méchant. Ouais, c'est ça, il y a la pancarte. Et ensuite, même question, mais pour les chapeaux rouges. Ah, Ah, ouais, ça, Attends, des À chapeaux ne pas rouges. confondre avec chaperon rouge. Oh, Oh, deuxième blague de merde. Non, chapeau rouge, je sais plus ce que c'est. je sais plus non plus. Franchement, je sais plus. Alors, ce sont des petites créatures semblables à des nains ou des gobelins qui s'embusquent dans les lieux où le sang a coulé. Ah oui. Et ils attendent et ils embusquent, ils viennent en embuscade et ils assomment quiconque se perd dans les ornières, Ah, c'est pas cool, dans quoi. le chemin. Non, non, c'est pas cool. Je confirme. Et c'est pas cool non plus pour les élèves. Parce que de 1, imagine, t'es vraiment nul en défense contre les forces du mal. Tu te fais griffer par des strangulos. T'arrives à t'échapper, t'es déjà plein de griffures, tu vois. Et ensuite, tu te fais assommer par des chapeaux rouges. C'est la fin de l'aventure pour toi. Neville, il est presque ressorti T'es pas bien. mort de l'épreuve. C'est ça. Ils ont 14 ans, hein, tout va bien. Avant-dernière question pour les défenses contre les forces du mal. Je vois que vous allez devoir aller au rattrapage de septembre. Hein. Non, je veux pas dire, mais... Qu'est-ce que les pitiponks? Ah, je sais. Ah, je me rappelle plus. Franchement, je sais plus. Il me semble que
Bah, en plus. En plus, en fait, t'es tombé sur les Petits Ponks pendant que je préparais l'émission. Oui, mais même dans le chapitre, c'est un peu. On en parle dans la. Ouais, plus tôt dans le livre. Oui, mais même là, dans ce passage-là, on sait parce que en fait, ce sont des créatures qui vont guider les sorciers dans les marécages pour qu'en fait ils se noient et pour qu'ils se perdent et voilà, et éventuellement pour les noyer dans les marécages. Et tu sais comment ils font pour capter l'attention des sorciers ? Il y a un détail. Est-ce que tu te rappelles ? Ils ont un petit objet. Il n'y a pas une lumière ? Ouais. Ils les guident avec la lumière ? Ouais, ils ont une lanterne, ouais. Et je crois que dans le chapitre, il n'y a pas Ron qui se fait un peu avoir. Si. Voilà. Ouais. Donc c'est pour ça, c'est décrit un petit peu, ouais. Et dernière question, la plus facile. Un épouvantard. Qu'est-ce qu'un épouvantard ? Ça va. Mais alors attends, faut l'expliquer quand même. Ah bah oui. Qui est en moi. En gros, c'est des créatures qui prennent la forme de ce dont tu as le plus peur. Et est-ce qu'il y a un sort pour les contrer ? Ridiculous. Parfait. C'est tes examens qui sont ridiculous, Marina. Et la fameuse question, alors moi je vous retourne une question, tiens. Que se passe-t-il si on met un épouvantard face à un miroir ? Que verrait-on ? Ça ressemble à le début d'une blague, mais non. Si on met un strangulo. Il y a un épouvantard, un strangulo à chapeau rouge qui rentre dans un bar. Ah, en vrai, bah, je pense que c'est assez malin pour détecter que c'est un miroir et que ça se laisse pas faire. Enfin, je vois le truc un peu du serpent qui se mord la queue, l'espèce de paradoxe, et ça pourrait faire imploser la créature. Imploser le monde. Mais je pense que la magie, quand même, c'est quand même une créature assez développée, donc je pense que ça se fait pas avoir par un miroir, je dirais. Mais du coup, ça serait peut-être le moyen de voir sa réelle forme, parce que s'il est un peu choqué... Non, ou ça se trouve, Non, je sais pas. En fait, on sait pas, personne ne sait la forme originelle d'un épouvantard. Parce que j'allais penser au clown de ça. Mais non, ça va pas du tout, parce que le clown de ça, il devient fou parce qu'il a les peurs de tout le monde. Et donc, du coup, il se transforme en plein de choses. Mais non, mais ça va pas, en fait. C'est l'inverse, là. C'est simplement un miroir. Par contre, c'est vrai aussi sur l'épouvantard. C'est-à-dire qu'un épouvantard, plus il y a de monde, et plus aussi ça devient compliqué pour lui, quoi. Donc le clown de ça, en fait, c'est un peu un épouvantard. Sauf que, à la différence du clown, en fait, on sait pas la forme d'un épouvantard. Ça se trouve, c'est un clown aussi, mais on sait pas. Bah là-bas, c'est pas un clown, hein, ça. Bah, c'est une créature extraterrestre. Oui, c'est Stephen King. Ouais. De toute façon, Stephen King, c'est un extraterrestre. C'est toujours ça l'explication dans ces périodes. Mais on peut se demander si It de Stephen King, c'est pas une inspiration pour Rowling quand elle a créé les épouvantards. Hein. C'est fort possible. C'est possible. Donc évidemment, Harry, contrairement à vous, a fait un parcours exemplaire. Non, je plaisante. Je plaisante. C'est violence. Je plaisante, bien sûr. Harry a fait un parcours exemplaire. Ron, lui, s'est fait manipuler par un Petit Ponks. Et Hermione a cédé au piège de l'épouvantard, transformé pour l'occasion en professeur McGonagall, qui lui a dit qu'elle avait raté toutes les épreuves. La pauvre. Ça a été un coup dur pour elle. Après la dernière épreuve de la journée, sur le chemin allant au château, les trois amis tombent sur le Premier ministre. Il est au château en qualité de témoin pour assister à la mise à mort de Buck par la commission créatures magiques. Vu qu'il devait de toute façon se rendre à Poudlard pour faire un point sur l'affaire Black, il faisait le témoin idéal. Alors que jusqu'à maintenant Ron et Hermione sont restés en retrait, Ron décide de prendre la parole. En apprenant que l'audience d'appel aura lieu l'après-midi même, il demande avec espoir à Fudge si l'hippogriffe aura encore une chance d'être épargné. Mais avant qu'il puisse répondre, deux hommes sortent du château. Et l'un a une hache accrochée à sa ceinture. Alors que Ron commence à prendre la parole, Hermione l'empêche de parler. Arthur Weasley travaille au ministère, donc son fils ne peut pas se permettre de prendre position sur une affaire en cours, et encore moins face au Premier ministre. Même si elle-même n'y croit pas, elle essaye de rassurer Ron en lui disant qu'avec les bons arguments et un bon sang-froid, Buck pourra être épargné. Le dernier examen de fin d'année arrive enfin. Pour Hermione, c'est l'étude des moldus, et pour Harry et Ron, c'est divination. Ouais. Le professeur Trelawney décide de faire passer un à un les élèves. Autrement dit, l'attente est insoutenable. Pour Ron, l'épreuve ne s'est pas bien passée, il n'a rien vu dans sa boule de cristal,
Et donc du coup, il a inventé des prédictions et il ne sait pas si Trelawney a mordu à l'hameçon. C'est au tour d'Harry de se prêter au jeu, et comme les autres, une boule de cristal l'attend. Ne voyant rien, il décide d'appliquer la méthode Ron. Il prétend voir une forme sombre, un hippogriffe. Cette vision éveille la curiosité de Trelawney, qui s'assure et insiste auprès d'Harry pour savoir s'il a toujours sa tête. Et la prof est déçue quand Harry lui annonce qu'il a l'air en pleine forme. Elle, vu qu'elle n'a pas eu sa réponse à son désir de sang, on va dire, parce qu'elle insiste vraiment violemment. Vous êtes sûr que vous n'avez pas vu tortiller de douleur par terre, des choses horribles. Trelawney décide de mettre fin à l'épreuve et elle dit à Harry que c'est assez décevant. Ça y est, c'est la fin des examens. Harry prend ses affaires pour quitter cette pièce à la chaleur et aux odeurs étouffantes, quand soudain, il entend une voix dure et sonore derrière lui. Ça se passera ce soir. Petit effet sonore des familles. Je m'attendais. Marina, elle était pas prête. Je te le remets, Marina, rien que pour toi. Ça se passera ce soir. Mais en vrai, ça rendait bien. C'était trop surprenant. Oh, ça y est, on l'a perdu. On l'a perdu. C'est pas la voix. C'est la voix de... C'est le soir. Elle est partie en fou rire. Ah là, elle est partie en fou rire. J'attends que ça passe. C'est trop drôle. Ce soir. Bah, en vrai, dans le film, c'est un vrai jumpscare pour le coup. C'est-à-dire que dans le livre, c'est vrai que c'est un peu plus sobre, parce que c'est même dit qu'elle a une voix dure, mais dans le... Calme-toi, bois un coup. C'est le ce soir qui m'a... c'est le... Ouais, c'est vrai. c'est le... En vrai, c'est pas si différent que la version dans le film. Enfin, dans le film, Non, mais c'est vraiment super glauque, quoi. Ouais, mais c'est... Emma Thompson, elle le joue vraiment Ouais. en mode gros zombie. Mais d'ailleurs, c'est une scène que j'aime bien dans le film, parce que pour le coup, elle est vraiment hyper inquiétante, cette scène, je trouve. Non mais c'est l'effet de surprise. Ouais. Je m'attendais pas. Ouais, je te l'ai pas dit, c'est justement pour créer le petit effet de surprise. Bon, bref. C'est bien le professeur Trelawney, hein, qui est toujours assise dans son fauteuil, qui a prononcé ces mots d'une voix inhabituelle. C'est pas du tout moi avec un effet sonore sur un montage. Ses yeux commencent à rouler dans leurs orbites et elle semble être en pleine crise. De la même voix étrange, elle explique que le serviteur du Seigneur des Ténèbres va rejoindre son maître ce soir après 12 ans d'absence pour lui permettre d'être plus puissant que jamais. Alors là, à ce moment-là, donc, c'est la seconde prophétie de Trelawney, après l'original faite à Dumbledore une dizaine d'années plus tôt et qui a été le point de départ de l'histoire, comme on le sait. Et en fait, on n'a pas d'autres exemples de prophéties dans les livres, mais pourtant, on sait qu'il y en a une grande quantité qui sont archivées au département des mystères. Et j'avais une question, enfin en tout cas c'est une question que je me pose moi. À votre avis, il y a quoi comme genre de prophéties qui sont faites dans le monde de la magie ? Est-ce que c'est courant ou est-ce que c'est plutôt rare ? Et puis quel type de prophéties sont faites en fait ? Je sais pas si vous avez une idée là-dessus. C'est une bonne question. Je pense qu'il doit y avoir un peu de tout. Il doit y avoir un peu de tout et n'importe quoi. Je pense qu'il doit y avoir des prophéties qui sont vraiment pas très très importantes et qui doivent être très ciblées pour, tu vois, une famille en particulier ou des personnes en particulier, mais qui vont pas forcément impacter, comme par exemple Harry avec Voldemort, quoi. Et moi, je me dis qu'il y a peut-être, j'en sais rien, hein, mais peut-être qu'il y a des prophéties un peu similaires, c'est-à-dire annonçant par exemple le retour de Voldemort également, mais d'une autre manière. Tu vois? Ouais. Genre plusieurs prophéties pour la même chose, par exemple. C'est ça. Mmh. Après, c'est parce qu'en fait, il y a l'air d'y avoir pas mal de prophéties en fait dans ce département des mystères et je me suis toujours demandé est-ce que c'est... Bah, je pense que c'est assez rare parce que ça se trouve les archives elles datent d'il
y a des choses du siècle dernier, quoi. Mais je me dis, est-ce qu'il y a des prophéties du genre, il va pleuvoir demain, quoi. Quelqu'un qui a dit une prophétie comme ça, quelque chose qui n'a aucun intérêt particulier, mais du coup, ça en fait quand même une prophétie, donc on l'archive. Je sais pas. Et la question, c'est est-ce que les sorciers font des prophéties uniquement sur le monde des sorciers, ou bien ça peut concerner des prophéties du monde des moldus, comme par exemple annoncer la Première, la Seconde Guerre mondiale, des choses comme ça. Ça, c'est une bonne question. Ouais. C'est vrai que les deux exemples qu'on a, ça touche que l'histoire interne de Harry Potter, mais est-ce que... Ouais, peut-être sans doute que oui, et ça, le monde entier, en fait. C'est ça. Le monde entier, ouais. Après, je pense que... Enfin, je sais pas... Je sais plus comment c'est décrit exactement dans les livres, mais dans les films, on a vraiment l'impression d'une quantité, mais c'est colossal. Je pense qu'il y a peut-être un peu moins quand même de prophéties présentes. Oui, dans le film, c'est abusé. Ouais. On va manger des spaghettis ce soir. Par exemple, tu vois. Ça y est. Je vais t'en faire plein et je vais t'envoyer des vocaux comme ça. Ce soir. Tu peux aller faire des courses pour ce soir. Je t'ai préparé des lasagnes ce soir. Avec un jumpscare. Ramène le pain pour ce soir. Et j'avais une question, mais là, en fait, c'est un peu philosophique et j'aime bien me poser ce genre de questions. Parce que la divination, dans le cours de Trelawney, je trouve que ça a très peu d'intérêt. Mais en vrai, on le voit, il y a des vraies prophéties. Donc, il y a vraiment un troisième œil possible. Et par exemple, par 2 fois, là, on a un exemple avec Trelawney qui a une révélation. Et je me demande, mais d'où viennent ces révélations ? C'est-à-dire que d'où viennent les prophéties ? Est-ce qu'il y a une espèce de dieu magique qui, en fait, à un moment donné, vient révéler certaines vérités à des sorciers qui seraient capables de recevoir, en fait, ces signaux-là, qui seraient doués de troisième œil, comme le professeur Trelawney ? Voilà, est-ce qu'on peut comparer ça à Dieu ? Comment ça se... Enfin... Vrai, on n'y croit pas, mais dans notre monde, il y a aussi des prophètes, il y a des prophéties, notamment le plus connu, Nostradamus. Il y a certaines prophéties qui se sont révélées justes, d'autres fausses, bien entendu, mais d'autres justes. Alors, à nous d'y donner de l'importance. Je pense qu'il y a peut-être des prophéties qui se seront finalement révélées fausses dans celle du monde d'Harry Potter. Mais ça rejoint une discussion que Harry a avec Dumbledore dans les larmes, ce fameux chapitre où finalement, qu'est-ce qui est de l'ordre de... Est-ce que c'est parce qu'on a dit la prophétie, on a su la prophétie, que les choses se sont passées comme elles se sont passées ? Enfin, c'est toujours on en revient toujours un peu à la même question, quoi. C'est comme pour l'horoscope, on en a déjà parlé. Mais il y a un fameux matin, exceptionnellement, on va lire notre horoscope et on va faire attention à des détails auxquels on n'aurait jamais fait attention habituellement. Et là, on fait attention, on fait en fait, l'horoscope avait vu juste. Clairement, et comme tu dis, Océane, dans cette scène, Dumbledore, en tout cas, il a cette prise de position. Il dit les prophéties se réalisent, elles sont autoréalisatrices quelque part. Mais n'empêche que, même s'il y a un aspect d'autoréalisation dans les prophéties, en tout cas, par exemple, dans la grande prophétie d'Harry Potter, c'est a priori le cas, en tout cas selon Dumbledore, mais n'empêche qu'à la base, il y a quand même une révélation qui est faite à un prophète, en l'occurrence Trelawney. Et je me demande d'où vient en fait cette révélation. Parce que pour le coup, là on le voit, Trelawney, des fois, ça peut être un charlatan. Enfin, elle en joue, quoi. Comment dire, de ses dons de voyance. Mais quand elle fait une prophétie, elle s'en rend même pas compte. Par 2 fois, elle s'en rend pas compte. Donc il y a bien quelque chose qui se passe qu'elle maîtrise pas. Et moi, je me demande, c'est quoi l'origine de ce qui se passe justement ? D'où viennent ces prophéties, quoi ? C'est comme un don, hein. Donc on dit souvent don du ciel, tu vois, c'est un cadeau c'est ça, du ciel. Donc je pense que c'est un peu ça, en fait. Ouais. Ouais. N'hésitez pas, vous qui nous écoutez, si vous avez une opinion particulière Et sur ce réagir point. sur notre libre antenne au 01 42 ce soir. On vous prend, c'est libre antenne jusqu'à minuit. En tout cas, après avoir fait cette prophétie, la tête de Trelawney se baisse, puis elle se redresse d'un coup. La voyante a retrouvé sa voix normale et elle s'excuse auprès d'Harry pour s'être assoupie. Harry, lui, il tente de lui expliquer ce qu'elle vient de faire, mais Trelawney n'en croit pas un mot et elle suggère que Harry, lui aussi, a dû s'assoupir avant de lui demander de partir.
Ça serait drôle quand même d'imaginer que il y a un prof et un élève qui s'endorment après une épreuve d'examen soporifique. Enfin, imaginons que ce que suggère Trelawney soit vrai, que Harry et elle se soient vraiment endormis comme ça devant la boule de cristal. Après, c'est un peu possible, hein, vu l'ambiance qui règne dans cette salle, la chaleur étouffante, les odeurs entêtantes. Je pense que. Enfin, moi, je pense que je dormirais très vite dans cette salle. Ça me rappelle les cours juste après la pause déjeuner, tu vois, juste après que t'aies Oh mangé là le là. midi. Et même au bureau. Hein. Je sais pas à quelle heure ils ont cours, mais s'ils ont cours à 13 ou 14 heures, c'est la mort, quoi. Cours des divinations, c'est la sieste assurée. Harry est confus et lorsqu'il retrouve Ron et Hermione dans la salle commune, il s'apprête à leur dire la chose étrange qui vient de lui arriver, mais il s'abstient au vu de leur visage dépité. Ron explique que c'est définitif, Hagrid a perdu et Bug va être mis à mort aujourd'hui même au coucher du soleil, comme il l'explique dans une lettre qu'il vient de leur envoyer. Dans ce hibou, il leur demande de ne pas venir parce qu'il ne veut pas qu'ils voient ça. Mais Harry, il dit aussitôt qu'il est impossible de laisser Hagrid seul pendant cette épreuve. Il apparaît vite que le seul moyen de se rendre chez Hagrid incognito, c'est de récupérer la cape d'invisibilité qui est toujours cachée sous la statue de la sorcière borgne, pour rappel. Et comme Harry, il aurait sans doute de gros ennuis si Rogue le surprend encore là-bas à utiliser en plus un passage secret, Hermione se porte volontaire et en quelques minutes à peine, elle revient dans la salle commune, la cape à la main, sous l'œil admiratif de Ron. Ce qui semble flatter notre chère Hermione. Alors on a un petit peu parlé au dernier épisode, mais j'ai l'impression que justement la réussite du couple Ron et Hermione, c'est que peut-être que chacun va petit à petit apprendre de l'autre, je trouve. Hermione en se décoinçant entre guillemets et en enfreignant les règles pour une juste cause, et Ron en étant plus tolérant et à l'écoute des autres, je trouve. Et c'est dans ces petits moments comme ici, on voit bien le lien spécial qui se crée en fait entre eux. Mais même si il faudra encore attendre beaucoup de temps pour que l'équilibre entre les deux soit trouvé, parce que clairement il n'y a pas la maturité suffisante, surtout du côté de Ron, pour que une histoire d'amour soit possible à ce moment-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais que toi, Marina, t'es pas trop d'accord avec moi sur ce point-là, sur le couple Ron et Hermione. De quel point de vue? Non, parce que tu disais, t'as plus l'impression qu'ils Que ça vient un étaient peu, tombés ça a popé amoureux en d'un fait. coup, Ouais. et pas petit à petit. Ouais, alors que moi je trouve que c'est progressif et justement, je trouve par exemple Hermione elle est flattée de voir que Ron est impressionné du fait qu'elle soit partie chercher la cape, en gros qu'elle ait enfreint le règlement comme ça. Et Hermione se rend compte de ça et Ron il est admiratif et en même temps Hermione elle va être impressionnée quand Ron il va faire un preuve de tolérance, tu vois par exemple le moment où Hermione elle va embrasser Ron, c'est le moment où Ron il va prendre défense pour les elfes de maison dans les reliques de la mort et en fait elle se rend compte qu'il est capable de l'écouter et il est capable d'apprendre de ce que d'être inspiré par ses convictions à elle par exemple. Donc voilà, c'est ces moments où ils se disent en fait on peut avoir des points en commun et là c'est un petit moment comme ça qui se passe, je trouve. Ok, d'accord. Non, Je sais pas, moi dans. Après, ça vient de mes premières relectures. Moi, je les prenais vraiment pour des meilleurs amis, en fait. Ouais, Je c'est trouvais vrai. vraiment que. En fait, ça m'énerve un peu que chacun, chacun finisse en couple, en fait. Oui, On n'est oui, pas Harry, obligé de les Ginny, marier tout tous ça, ouais. ensemble. Mm. Tes amours de lycée, tu finis ensemble, tu fais des bébés. Et c'est vachement téléphoné comme. Enfin, j'étais un peu déçue, en fait. En fait, ça va pas avec l'Hermione hyper indépendante, combative. Je dis pas que quand tu te mets en couple, tu perds ton indépendance et ta force de femme, blablabla, girl power et tout ça. Mais pour Hermione, j'imaginais pas avoir une vie tout de suite de femme mariée et autres. Je sais pas, j'imaginais un peu faire le tour du monde, avoir solitaire. des... Ouais, c'est ça, et puis combattre pour ses idées, des choses comme ça. Donc ça m'avait un peu déçue qu'elle finisse en couple tout de suite avec Ron. Et toi, Océane, qu'est-ce que t'en penses de ce couple Ron et Hermione? Est-ce que t'es du même avis que Marina ou est-ce que ça te plaît? Je le trouve moins dérangeant, entre guillemets, que le couple Harry-Ginny qui tombe un peu plus Ouais. comme un cheveu sur la soupe. Mhm. Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit en première partie, du coup, Jérémy. Et justement, avant que tu en parles, je pensais à cette fameuse scène du baiser où c'est parce que Ron veut sauver les elfes de maison que d'un coup, elle lui tombe dans les bras. Ouais, c'est Euh, mignon. Moi, je trouve que ce couple, il tient plutôt pas mal la route, même si je suis quand même d'accord aussi avec Marina. Mais après, c'est pas parce qu'elle se retrouve en couple avec Ron comment dire, qu'elle Oui, ne veut qu'elle pas perd sa voyager, force. etc. Ouais. Non, puis en plus,
peut très bien imaginer qu'elle ait voyagé quand même, etc. Mm. Même si on le sait un peu par la suite. Elle est Finalement, très non. posée. Mais ouais, ce couple-là, on le voit un peu plus venir, on va dire, dans leurs attitudes respectives et comment Hermione se comporte avec Harry. Là, on a la vraie amitié. Enfin, pour moi, il n'y a jamais eu de doute entre Harry et Hermione. Je me suis jamais dit, ah, ils vont finir en couple, alors que Ron, on se disait, bon, Je suis assez c'est. d'accord. Ouais. En fait, moi, j'aime beaucoup le couple Ron et Hermione. Pour moi, il est évident. Alors que Harry, Ginny, pour le coup, ouais, alors je dis pas que c'est pas que c'est mal, mais ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, quoi. C'est vrai que tout le monde est un peu casé, mais c'est un peu ça dans le monde des sorciers, hein. On a l'impression que ton crush du collège, en fait, dès que tu sors de l'école, t'as 18 ans, tu te maries avec, tu fais des enfants, quoi. C'est Je suis tout. tellement contente que ça m'est pas arrivé avec mon crush du collège ou du lycée. Ouh. Ouais. Mais ils ont pas. Et comment ils font pour faire des rencontres aussi? Ils ont pas mythique, hein, Ouais, je me rappelle. Mythique. le mythique sorcier. C'est ça. C'est vrai que tout est un peu précipité, quoi. Mm. Dans le monde des sorciers, on a l'impression. Mais non, moi j'aime beaucoup le couple Ron et Hermione. En fait, j'aime beaucoup parce que j'ai l'impression que vraiment leur histoire d'amour est cousue au fur et à mesure. En tout cas, elle se construit progressivement et c'est beau à voir. C'est beau à voir cette construction dans les livres. Moi, je suis Harry passée et Ginny. totalement à côté parce que Ouais. même dans mes relectures, j'ai à aucun moment Pour ça, ils cette étaient sensation-là. potes et voilà. Ouais. Ouais. Je suis vraiment passée à côté de ça. Ok. Bah moi, ça me fait un peu ça avec Harry et Ginny, tu vois. Je me dis toujours. En fait, des fois, quand je relis les premiers tomes et je me dis, putain, mais en fait, il va finir avec. Mm. Ça me fait toujours un peu bizarre, tu vois. Je me dis, ouais, c'est bizarre. Surtout quand pour même. la première rentrée, quand elle est toute petite, Oui. Oh, bizarre. Ouais, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est Ils ont comme ça. qu'un an d'écart, mais elle est vraiment décrite comme une petite fille. Oui, C'est vrai on dirait qu'ils ont beaucoup plus d'écart d'âge. C'est C'est vrai ça. que c'est bizarre. Ah, en tout cas, bah, pour revenir au chapitre, après le dîner, ils ne remontent pas dans leur salle commune, Harry, Ron et Hermione, mais ils enfilent la cape dans une salle vide avant de sortir en direction de la cabane de Hagrid, tandis que le soleil se couche peu à peu. Ils frappent, Hagrid ouvre et Harry annonce que c'est eux. Hagrid, au plus mal, murmure qu'il n'aurait pas dû venir, mais il s'écarte quand même pour les laisser entrer. Hagrid ne pleure pas, mais il semble être en état de choc. Ses mains tremblent alors qu'il prépare le thé pour les trois amis. Buck, lui, il est attaché dehors dans le potager. Hagrid explique aux enfants qu'il n'y a plus rien à faire. Dumbledore a bien essayé d'annuler la décision, mais l'influence de Lucius Malfoy sur la commission est trop importante. D'autant que McNair, le bourreau, déjà sur place, est un des vieux amis justement de Lucius Malfoy. Cependant, Dumbledore viendra ce soir comme il l'a promis à Hagrid. Alors j'avais une question pour vous. Dans le film, le personnage de McNair est interprété par l'acteur Peter Best, qui reviendra aussi dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. C'est le même acteur. Dans Le Prisonnier d'Azkaban, à ce moment-là, il y a quelque chose d'un peu surprenant par rapport à ce personnage dans le film. À votre avis, quoi? Il y a un truc bizarre. Par rapport à son costume, Par rapport exactement à son costume. il est pas. Attends. Il est pas torse nu avec. Non, il est pas torse. Non, je sais pas. Il est quand même dans une école, hein. Je sais pas, il a une cagoule. Alors oui, il a une cagoule, Ouais. mais c'est pas ça qui est surprenant. Pourquoi j'imagine torse nu en jean avec une cagoule, je sais En fait, ce qui est surprenant, c'est quand même qu'il est à poil et qu'il a juste une cagoule sur la tête. C'est un peu bizarre. Je sais pas. Mais c'est décrit dans le chapitre? En fait, c'est dans le film, hein. C'est C'est vraiment dans le uniquement dans le film. film. Ouais, quand on met ça en perspective par rapport au livre. Ah bah c'est pas un petit moustachu tout trapu, c'est un grand mec. Alors non, mais ça après, Non, c'est pas ça. c'est pas très grave en soi. Mais il y Il a. fait des tatouages ou je sais pas quoi, non? Alors exactement, c'est lié à ses tatouages. Mais pourquoi c'est Il a des pourquoi c'est tatouages Harry étonnant? Potter. Non. Non, c'est pas ça. Je sais pas. Vous savez pas? Il a un hippogriffe de tatoué. Non. Alors en fait, c'est pas par rapport à un tatouage qu'il aurait. Mais en fait, je vais vous le dire. En fait, il a des gants et ses avant-bras sont nus. Et il a fait effectivement des tatouages sur ses avant-bras. Mais pourquoi ça pose problème? Pourquoi ça poserait éventuellement problème? C'est un mange-mort, non? C'est un ancien oui. mange-mort? Ah. C'est un ancien mange-mort. Donc ça paraît quand même étonnant qu'il montre ses avant-bras, mais surtout qu'il montre ses tatouages parce que a priori, l'un de ses tatouages, ça serait la marque des ténèbres. Et c'est un peu étonnant d'imaginer un ancien mange-mort exhiber la marque des ténèbres devant tout le monde. Je pense que c'est plutôt quelque chose qu'on cache, pas qu'on exhibe.
Et donc on peut se dire, c'est un peu bizarre, surtout que effectivement, donc l'acteur il a plusieurs tatouages, mais on voit pas la marque des ténèbres. Je pense pas qu'il l'ait, et parce que je pense pas que ça c'est quelque chose qui avait été anticipé, parce que bah s'il l'a, forcément, ça paraît un peu bizarre que il le montre à tout le monde. Voilà, petit fun fact des films. Pourquoi je l'ai imaginé torse nu en cagoule? Je suis pas bien. moi. Ça c'est un autre film, c'est pas du tout Harry Potter. C'est un J'ai film. j'ai un petit doute, je sais plus, mais est-ce que, avec la disparition de Voldemort, la marque ne s'estompe pas un peu quand même? Parce qu'il me semble qu'il y a une conversation avec Karkaroff et Rogue et il lui dit: «Regarde, elle revient, elle est de plus en plus présente», Oui, en fait, elle chauffe et je pense elle devient encore plus noire, mais par contre, je pense qu'elle est toujours visible. toujours visible, oui. Ouais, je pense, hein, parce que, ouais, je pense pas qu'elle se soit effacée. OK, bien vu. Mais ouais, enfin, voilà, c'est pas une incohérence en soi, mais c'est un truc un peu bizarre, quoi. Voilà. Hermione, dans un sanglot, affirme à Hagrid que eux aussi, ils vont rester pour le soutenir. Mais Hagrid refuse, d'autant que si Fudge ou Dumbledore surprennent Harry dehors le soir sans autorisation, ça risque de chauffer pour lui. Au même moment, alors qu'Hermione est en train d'aider Hagrid à préparer le thé, elle pousse une exclamation. Elle vient de tomber sur Croutard, planqué dans un pot de lait. À sa grande surprise, Ron le prend et il remarque qu'il s'agit bien de son rat, même si il semble être au plus mal et qu'il tente de s'enfuir par tous les moyens. Je me suis toujours posé cette petite question, pourquoi Pettigrew il est parti se réfugier chez Hagrid, à votre avis? Pourquoi ce choix de la part de Pettigrew? Je pense que c'est peut-être, je me suis posé la question quand j'ai relu là le chapitre. Je pense qu'il a quand même voulu rester un minimum connecté, au monde des sorciers pour savoir si Sirius allait se faire choper ou pas. Mhm. Mais en n'étant pas non plus une proie facile pour Sirius, si jamais il se rendait à Poudlard, quoi. Je pense qu'il y a un peu de ça. Après, ouais. Ouais. Après, je me dis, Hagrid, c'est l'ami des animaux, parce que j'y ai pensé à ça aussi. Mais quand même, ami des animaux, je veux dire, s'il y a Patoron qui traîne à la lisière de sa cabane, je pense qu'il serait du genre à ah bah viens, je vais te faire goûter des petits biscuits que j'ai préparés. Enfin, ça peut, je sais pas, c'est pas non plus l'endroit le plus safe pour lui, je pense, la cabane de Hagrid, connaissant son amour pour les animaux. Mais je sais pas. Enfin, mais par contre, ce que tu dis, c'est très juste, hein. Je pense que effectivement, il veut pas non plus quitter en fait Poudlard parce qu'il veut effectivement être un peu au courant de ce qui se passe, comme ce qu'il a fait les 12 années auparavant, quoi. Au même moment, Hagrid aperçoit par la fenêtre Dumbledore, Fudge, le vieil homme de la commission et le bourreau qui s'approchent. Plus tremblant que jamais, Hagrid se précipite et il demande aux trois amis de partir au plus vite par la porte de derrière. Harry, Ron et Hermione ne savent pas quoi dire et Hagrid est obligé d'insister pour qu'ils s'en aillent. De nouveau sous la cape, tous trois font le tour de la cabane tandis que les quatre hommes font leur entrée chez Hagrid. Hermione demande aux garçons de se dépêcher parce qu'elle ne veut pas entendre la suite des événements. Ils remontent alors le chemin jusqu'au château, tandis que l'obscurité est de plus en plus présente dans le parc à ce moment-là. Mais Ron est en difficulté avec Croutard qui gesticule dans tous les sens et qui mord même sa main pour pouvoir s'enfuir. Cet imprévu oblige les trois amis à s'arrêter et les couinements du rat ne sont malheureusement pas assez forts pour couvrir ce qu'il se passe plus bas devant la cabane de Hagrid. Des voix indistinctes se font entendre, un silence, puis un grand bruit de hache. Hermione n'en croit pas ses oreilles. Ils l'ont fait. Buck vient d'être exécuté. Ça se passera ce soir. Trop drôle. Je l'adore. Ce soir. Merci Jérémy pour ce chapitre et cet effet spécial. Ah, tu t'en remets toujours pas. Non. Bah, merci Marina et puis merci Océane. Ben, merci à vous. Alors, Océane, est-ce que tu t'es prêtée au jeu du renommage de chapitre? Ah oui, je me suis creusé la tête. Je le dis du coup? Oui, Ok. tu veux. Si tu veux. Ah, si t'en as un à nous proposer. J'en ai un. Donc, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 16. Nos professeurs ont du talent. Ah, Ah ouais, pas mal. Pas mal, En pas fait, mal. j'ai pensé à ça parce que entre
Les Veracras. Lupin avec ses strangulots. On a le haut du panier quand même. Hein. C'est vrai que clairement, genre l'épreuve de Lupin, elle est exceptionnelle par rapport aux autres, quoi. Quand tu Mais compares. tellement dangereuse aussi. Oui, dangereux, mais bon, Poudlard est dangereux. Et quand tu compares à l'épreuve, j'aime bien Hagrid, mais je pense pas que ça soit un super prof. Et par exemple, son épreuve, elle est juste nulle. Elle est nulle de fou. Alors que Lupin, il se creuse la tête, il fait tout un parcours et tout, ça a l'air trop fun. Enfin voilà, c'est vraiment le meilleur prof, quoi. Je viens d'avoir une question. Est-ce que vous pensez que Trelawney, elle augmente la note de Harry quand même au final? Spoiler alerte, hein, mais du coup, Harry, il a raison. Bah, c'est même une question d'ailleurs que j'ai un peu zappé, qui était dans mon conducteur, je crois. En fait, je trouve ça surprenant qu'elle dise tout de suite bah non, t'as dû t'endormir comme moi, ça s'est pas passé. Je trouve ça un peu curieux en fait de sa part parce que, enfin, je veux dire, elle crie sur tous les toits qu'elle a le troisième œil. Et Non, au mais moment... elle parlait pas de Buck, non? Tu parlais de Buck, Océane, non? Buck, excuse-moi, je Ah, parlais de de Buck. Buck. Ah, ok. Oui, oui. Par rapport à l'examen que Harry Ah, passe, oui, oui, elle oui. lui dit bah non, mon pauvre garçon, je m'attendais à mieux, je sais pas quoi. Mais en fait, il a raison, il a bien eu. Après, par fierté, peut-être pas. C'était Non. pas assez sanglant pour Ouais. Trelawney. Mais sinon, sur cette question, enfin, vous trouvez ça pas bizarre qu'en fait, Trelawney, bah, je sais pas, elle accepte pas l'idée une seule seconde qu'elle ait pu faire une prophétie. Je trouve ça bizarre, en fait, qu'elle dise, bah non, en fait, tu racontes n'importe quoi. Elle devrait être fière, non? Je sais pas, d'avoir fait une prophétie. Enfin, je sais pas. Ou alors, C'est peut-être qu'elle se Après, dit... ça peut faire peur. Elle pense qu'elle a le don du troisième œil, mais qu'elle contrôle elle-même. Et là, elle peut avoir peur du fait qu'elle ait fait quelque chose qu'elle ne contrôle pas du tout. Et surtout d'avoir une voix comme ça, quoi. Ça fait peur. Franchement, je la comprends qu'elle a renié ce moment-là. Pardon. C'était très bien. Non, mais ouais. Par contre, non, mais c'est un bon argument, c'est ça. Ouais. Ouais. Elle envisage pas le fait de pas maîtriser son don. Ouais, ça peut être une raison. Et toi, est-ce que tu as trouvé un titre pour ce chapitre? Ouais. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 16. Apparence trompeuse. Ouh. Je me dis, parce qu'il y a pas mal d'apparences trompeuses, bah pour la mort de Buck, déjà, parce qu'ils entendent son exécution, mais ils ne font que l'entendre, mais est-elle vraiment arrivée? Pour Croutard aussi, l'apparence trompeuse, évidemment. Et pour l'Épouvantard, d'Hermione aussi. Voilà, apparence trompeuse. Et toi, Marina? Moi, je l'ai pas trouvé. Mais du coup, je l'ai pas cherché, mais donc... C'est un peu comme Ron finalement. Ouais, c'est comme Ron, elle fait pas ses devoirs. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 16. La prophétie du soir. Ce soir. Ce soir. J'aurais jamais dû faire ça. Oh, tu me connais. Non, mais c'était très bien. Mais Bah c'était ouais. très drôle aussi. En fait, c'est l'effet de surprise. Tu m'as pas pris. J'aime bien les petites surprises. Je t'imagine l'enregistrer tout seul. J'avais peur que tu m'entendes en plus. Je l'ai fait discrètement. Tu t'es repris à combien de fois C'est un one shot. Tu t'es... Pas sympa. Pardon. Et Océane, est-ce que tu as eu un personnage favori, enfin du coup, plus un personnage qui t'a marqué durant ce chapitre? Moi, ça va être inattendu, je pense, mais moi, j'ai choisi Ron parce qu'il me fait trop mourir de rire dans ce chapitre entre le moment où il a super peur de Hermione qui est à cran avec ses examens, sa soudaine implication pour le cas de Buck, le procès soit pas du tout en sa faveur. Enfin, je sais pas, je l'ai trouvé marrant dans ce chapitre. Ouais, c'est un bon choix, c'est vrai. Et toi, Jérémy? Moi, j'ai du mal à en départager deux. C'est un peu dur dans ce chapitre. Ouais, il c'est fait un tous peu les dur. examens. Mais j'ai pas pensé à Ron, mais j'ai pensé à Lupin pour son examen exceptionnel. Et puis, j'ai pensé à Hermione aussi. J'aime bien son move, en fait, d'aller chercher la cape sans poser de questions. C'est genre, attends, comment il faut faire pour aller chercher la cape? Dissendium, j'y vais, on n'en parle plus. En 15 minutes, c'est plié. J'aime bien quand elle prend ce genre d'initiative. Je vais faire ce soir. Oh là Mais en là. fait, le duo est marrant. Le duo d'Hermione, ils sont dans Oui. des variations d'émotions dans le chapitre, c'est hyper rigolo. Ouais, tout à fait. Et toi, Marina, si tu devais retenir un personnage? Moi, j'ai décidé d'être un peu originale et un peu de sortir du rang. Et choisi le bourreau. Parce que je trouve qu'il fait un métier pas facile.
Il en faut dans la vie, ils sont pas assez reconnus. Qu'est-ce qu'on ferait sans bourreau, franchement? Ces pauvres petites bêtes qui garderaient ces têtes, ces hommes qui garderaient leur tête. Donc voilà, franchement... Et puis quand même pour cette audace d'être venu à Poudlard à poil avec juste une cagoule. Mais pourquoi j'ai ça en tête? Ah, par contre, il a une vraie cagoule. Hein. Mais oui, il a une cagoule, mais pourquoi j'imagine torse nu? Je comprends pas. You touch my tralala, my ding ding dong. Avec sa petite hache. L'ambiance trop bizarre à Poudlard. Et Fudge qui est là à côté. Oh my god. Non, plus sérieusement, il n'y a pas de personnage qui... C'est un chapitre un peu spécial avec la course aux examens. Ils sont tous un peu dans un mood de stress. Et en parallèle, il y a Hagrid et Buck. Bon, bah, Buck, je pense qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Peut-être un peu, je sais pas. Mais ouais, je pense que... Ouais, j'ai pas de personnage qui ressort vraiment. Ok. Non, c'est vrai, c'est un chapitre un peu transitoire où on s'attarde pas beaucoup sur un tel ou tel élément. Donc, pas obligé d'en avoir. Hein. J'ai encore une question. Je suis désolée, Ah non, c'est terminé. Là, c'est la volière. Trop tard, t'as plus de non. questions. Hein. Ah, t'avais pas prévenu. Quand c'est l'heure, c'est plus l'heure. Non, vas-y. En fait, quand t'as choisi le bourreau, je me dis, mais il fait quoi le reste du temps, en fait, ce gars-là, quoi? Parce qu'il n'y a pas des exécutions non plus tous les jours dans le monde. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est vrai qu'on sait que McNair, il est un employé du ministère et en fait, c'est ce qu'il fait, quoi. C'est-à-dire vraiment, il exécute. Il est freelance. Il a un boulot à côté. Il est freelance. Il est auto-entrepreneur. Non, c'est vrai, c'est une bonne question que tu poses. Ah, je pense qu'il fait d'autres choses quand même. Il fait des petites piges à côté, en freelance aussi. Ça se trouve, c'est un bûcheron sorcier aussi. Il utilise sa hache pour couper du bois aussi. Il est modèle pour les tatouages. Ah non. Ah ouais, c'est un tatoueur. Non. Et nous passons à la dernière rubrique de l'épisode, la volière. Et le premier hibou sonore est signé Marion. On l'a un petit peu coupé pour qu'il puisse être diffusé dans cette volière. On écoute ça. Salut la fréquence, salut Marina et Jérémy. Alors, je me décide enfin à faire un message pour la volière, depuis le temps que je vous envoie des petits messages sur Instagram. Déjà, je voulais vous remercier pour ce podcast qui est vraiment super. J'ai découvert cet été et je me régale, surtout le lundi, quand je vais à l'école en voiture. D'ailleurs, petite anecdote, ce lundi, au moment de la volière, j'étais en route... et donc au moment du ululement de la volière, il y a une chouette qui est passée devant moi, juste devant la pleine lune. Donc j'étais vraiment à fond dans l'ambiance. C'était génial. D'abord, j'ai toujours eu une interrogation sur le célibat de Sirius. Il me semble quand même que Sirius, à l'époque, en tout cas, il devait être plutôt bel homme. Il était plutôt populaire à Poudlard. Et Harry, je crois qu'il est né quand même de nombreuses années après la sortie de Poudlard de Lily James. Donc, comment ça se fait qu'il n'ait pas trouvé chaussure à son pied? Enfin bref, comment ça se fait qu'il soit toujours célibataire et que même après Poudlard, il n'ait pas trouvé quelqu'un? Et je ne crois pas avoir lu quelque chose à ce propos. Donc, je ne sais pas si vous avez une petite idée à ce sujet. Voilà, bonne journée, bonne soirée à tous. Merci Marion pour ton hibou. Alors c'est vrai qu'on n'a aucune info sur les histoires de cœur de Sirius. Et comme tu le dis Marion, on peut imaginer qu'il avait du succès auprès de la gente féminine à Poudlard, parce qu'il est décrit comme étant assez beau gosse quoi, et populaire. Mais je dirais, je sais pas, qu'il a sans doute pas rencontré sa Lily Evans à lui en fait, à Poudlard. Et comme on l'a dit, même si les sorciers semblent se marier, se mettre en ménage très rapidement et très tôt, il faut pas oublier quand même qu'ils ont que 18 ans quand ils achèvent leurs études à Poudlard. Et dans le cas de Sirius, la guerre contre Voldemort, en fait, battait son plein quand eux, ils ont quitté Poudlard. Donc je pense qu'il y avait d'autres préoccupations que forcément flirter et se mettre en couple. Même si, potentiellement, il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Sirius n'a pas connu le grand amour, ça c'est certain. Après, les flirts, est-ce qu'il n'y avait pas il avait peut-être quelqu'un, mais on n'a pas tous les détails. Après, libre cours à notre imagination. Marina, Océane, je ne sais pas si vous avez une réaction par rapport à cette question.
Moi, c'est marrant parce que sur la jeune génération est très branchée fanfiction, etc. Et je sais que le grand couple qui fascine beaucoup, c'est le couple de Sirius avec Rémus Lupin. Et Ouais. Oh, ça tourne non. énormément dans les fanfictions et tout, même sur TikTok. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui pensent, enfin voilà, qui s'imaginent en tout cas, que ce couple aurait dû exister. Ah, je En les tout vois cas. pas du tout ensemble. C'est vrai que ouais, c'est un ship assez populaire auprès de certains fans. Ah, je Ouais. savais pas. En fait, c'est deux célibataires, anciens maraudeurs, donc il y a des hypothèses comme quoi est-ce qu'il s'est pas passé des choses entre eux. Ah, je les Euh, vois pas en couple, Moi non les deux. plus, Non. mais c'est marrant à s'imaginer, quoi. Voilà, ce serait Rigolo. plutôt les contraires satires, quoi. Un peu, c'est ça. Ils Ouais. sont vraiment très opposés. Moi, je pense surtout que Sirius, il a eu plusieurs conquêtes à Poudlard, Ouais. que c'est un grand séducteur. Mais quand on enchaîne les conquêtes, on compte pas forcément l'amour en fait. Et puis malheureusement, vu la tragédie qui est devenue sa vie, il n'a pas eu l'occasion voilà, de rencontrer l'amour de sa vie. Quoi. Malheureusement, quand, quand on passe une dizaine d'années en prison, c'est pas l'endroit idéal, je pense. Voilà, surtout pas à Azkaban. Et puis à son retour d'Azkaban, je pense que c'était clairement pas sa priorité. Enfin voilà, malheureusement, c'est vrai que Sirius, en tout cas tel qu'on le connaît, est un éternel célibataire. Nous passons au hibou sonore de Laurie. Salut Jérémy et Marina. Je vous envoyais un petit hibou sonore parce que je me posais une question. Je me disais en fait l'autre jour en relisant les livres que pourquoi est-ce que Voldemort, quand il a compris que Harry avait compris pour les Horcruxes et qu'il était en train de les détruire, pourquoi est-ce qu'il n'a pas continué à en refaire à partir du tome 4 quand il a récupéré, on va dire, toutes ses forces? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas tout simplement continué d'en créer pour multiplier encore ses chances d'avoir un point d'ancrage dans la vie, entre guillemets? Voilà. Pourquoi, par exemple, à Poudlard, quand il a compris qu'ils avaient détruit la coupe, le diadème, pourquoi il s'est pas un peu précipité à en recréer un? Est-ce que c'est long dans le processus? Voilà un peu ma question. Je vous souhaite une bonne journée et merci beaucoup pour votre émission qui est très cool. Merci Laurie pour ton hibou. Alors Voldemort a souhaité créer 7 Horcruxes, enfin séparer son âme en 7 et c'était pas anodin. En fait, c'est parce que le chiffre 7 dans le monde de la magie, dans le monde des sorciers, mais dans notre monde aussi à nous, a une forte signification, un fort caractère magique et symbolique. Allez chercher sur internet le chiffre 7, je voulais faire un petit topo, mais il y a tellement de références dans le monde, aussi bien dans la religion, dans les mythes et dans la vie de tous les jours au chiffre 7, c'est hallucinant. Et déjà, séparer son âme en 7 parties, c'est énorme. C'est tellement déshumanisant que finalement, il perd son humanité en faisant ça. Donc, après son retour, s'il avait créé encore plus d'Horcruxes, je pense qu'il aurait pu en mourir, je pense. Sincèrement, j'aurais pensé que c'est impossible. Déjà, faire un Horcrux, c'est inimaginable. Mais là, il a été au-delà de l'inimaginable en séparant son âme en 7. Océane, je sais pas si tu as un commentaire particulier. Je pense quand même de toute façon, il n'aurait pas eu le temps parce que on sait pas trop comment on fait les Horcruxes et moi, je me demande s'il y a quand même pas une espèce de rituel ou de truc de magie noire à préparer et de toute façon, il a clairement pas eu le temps. Si on fait un peu la chronologie de quand il l'a su et la bataille de Poudlard, il a été pris de court de toute façon. Donc même si, imaginons, il en aurait été capable et qu'il n'en meurt pas, tu vois, d'en faire un 8e, je pense que même techniquement, de toute façon, à mon avis, c'était chaud, de toute façon. Et en plus, il n'a pas choisi n'importe quel Horcrux, en fait, n'importe quel objet pour faire son Horcrux. C'était des objets à forte symbolique. Donc il aurait lui fallu du temps pour faire ce fameux rituel, mais aussi pour trouver des objets sacrés pour lui. Parce que c'est Voldemort, et Voldemort, il tient énormément à la symbolique, et il laisse rien au hasard. Et il n'aurait pas laissé un morceau d'âme dans un vulgaire livre ou pierre ou chose comme ça, en fait. Trop de fierté, c'est vrai qu'il aurait C'est pas ça. choisi n'importe quoi. Mm. Ouais, parce que des fois, il y a cette question qui revient de pourquoi est-ce qu'il a pas pris un grain de sable qu'il a balancé sur une plage et comme ça, personne ne l'aurait jamais retrouvé. Bah ouais, mais c'était pas trop d'ego, le C'est monsieur. ça. Ouais, c'est ça, c'est que c'est son œuvre d'art en fait, ces Horcruxes. Je sais pas si y a un manque de temps, peut-être aussi, parce qu'il y a une guerre. Et aussi un grand ego, se dire que Oui, de oui. toute façon personne ne sera au courant pour les Horcruxes,
que personne ne les trouveront et arriveront et sera suffisamment fort et doué pour les détruire. Alors, au bout d'un moment, ils se rendent compte quand même que... Mais sur le tard. Ouais, ils se rendent compte sur le tard, c'est vrai, que Harry est en train de chasser les Horcruxes et est en train de les détruire. Après, je pense que même s'il avait la possibilité d'en faire, je pense que c'est son œuvre d'art et il veut pas y toucher, en fait. Donc, il veut pas modifier cette œuvre d'art. Et puis, je pense qu'il est trop arrogant, comme vous l'avez dit, pour se dire que ils vont y arriver jusqu'au bout, en fait. Il se dit, c'est pas possible. Ils arriveront jamais à tous les trouver, à tous les détruire. Impossible. Et donc, surtout qu'il garde Nagini près de lui aussi, à dire mais ils vont jamais m'atteindre en fait, parce que Nagini, j'ai une bulle de protection, elle est tout le temps vers moi, ils y arriveront jamais. Donc c'est son arrogance qui le perd. Je dis pas de bêtises, mais je crois qu'il l'apprend juste après Gringotts, le cambriolage. Ouais, c'est ça. En fait, il se passe quelques heures en fait après avec la bataille. Je crois qu'il part tout de suite pour Poudlard après Harry. Oui, il l'apprend vraiment sur le tard pour les Horcruxes. Il n'aura pas le temps de se retourner en fait. C'est ça. Bah après, c'est vrai qu'on sait pas ce que ça implique réellement de faire un Horcrux. On en a parlé dans notre dernier épisode, mais on peut avoir que des suppositions. Personnellement, je pense pas que ça soit très long, sachant que par exemple, il a déjà, je sais pas moi, tué un paysan en Albanie pour faire un Horcrux. Je pense que c'est pas forcément quelque chose de très compliqué, de très long dans le processus. Mais effectivement, je pense que c'est un mélange des deux. Je pense que c'est un mélange de précipitation et puis de toute façon d'arrogance, quoi. Ils y arriveront pas de toute façon. Et on passe au prochain hibou sonore qui est signé Agathe. Hello la fréquence, je me permets de vous faire un petit hibou vocal. Voilà, je m'appelle Agathe, j'ai découvert votre podcast il n'y a pas si longtemps. Voilà, je vous écoute le matin sur la route pour aller au travail. Donc là, je rattrape petit à petit les épisodes. Et je viens d'écouter le chapitre 16 de la Chambre des Secrets. Je me permettais de vous faire part de ma réflexion. Parce que c'est le chapitre où Gilderoy est démasqué, entre guillemets. Et je me posais la question, est-ce que ce serait pas un petit pied de nez de la part de J.K. Aux éditeurs qui ont voulu qu'elle change son nom pour publier son livre. Voilà, je voulais savoir, est-ce qu'il y avait un parallèle à faire, qu'est-ce que vous en pensez? Mais en écoutant le chapitre, c'était la réflexion que je me faisais. Voilà. Merci Agathe. C'est une bonne réflexion. C'est vrai que je me suis j'ai jamais fait ce type de rapprochement, mais pourquoi pas en vrai? Parce que donc pour les faits, pour ceux qui verraient pas forcément de quoi on parle, en fait c'est son agent Christopher Little qui à l'époque lui a demandé de changer son prénom, qui est Johan, par peur que les petits garçons rechignent à lire une histoire écrite par une autrice. C'est quand même un gros what the fuck avec le recul d'aujourd'hui. On se dit c'est vraiment n'importe quoi. Mais c'est vraiment la motivation qui a motivé cette requête de la part de son agent. Et c'est pourquoi, en fait, Johan a décidé d'utiliser l'initiale de Kathleen, qui est en fait le prénom de sa grand-mère paternelle. Donc voilà, J.K. s'appelle Johan. Elle a un seul prénom, c'est pas un prénom composé. Elle a vraiment créé ça sous la contrainte, voilà. Parce que a priori, selon les éditeurs de livres jeunesse dans les années 90, il fallait mieux être un auteur qu'une autrice, parce que sinon les garçons, apparemment les garçons ne voulaient pas lire des choses écrites par des femmes. J'en doute déjà, même dans les années 90, je doute vraiment que ça soit que je sais pas, c'est vraiment quelque chose qui a toujours été. Quelqu'un choisit vraiment un livre par rapport au genre de son auteur. Pour moi, c'est une lubie un peu d'éditeur, mais ouais, je pense parce que tu lis un livre par rapport à son synopsis en fait, mais l'auteur, certes, c'est important. Pas par rapport à son genre, on s'en fout. Ouais. Même même au début des années 90, je pense qu'on s'en fichait. Mais c'est marrant cette histoire quand même quand on y pense, parce qu'aujourd'hui, elle écrit les aventures de Cormoran Strike. Donc elle a choisi de prendre un autre nom d'auteur, justement pour voir si elle était capable de faire des ventes, de rencontrer un succès auprès d'un public sous un autre nom et dans un autre genre de livre. Et bizarrement, elle n'a pas choisi un nom d'autrice, elle a choisi un nom d'homme. Ouais, c'est vrai. C'est bizarre mis en parallèle cette histoire. Elle a choisi Robert Galbraith. Ouais. Elle aurait pu choisir un autre nom féminin. Ça n'a pas duré longtemps en plus, parce que malheureusement ça a vite fuité à la sortie du premier. Mais oui, effectivement, elle a pris un nom d'auteur.
Mais ouais, alors est-ce que Gilderoy Lockhart et le fait qu'il dupe un peu tout le monde et qu'il s'approprie les exploits des autres et que quelque part du coup il écrit des livres, enfin le nom de l'auteur sur la couverture c'est pas les réels auteurs des exploits qui y sont relatés. Pourquoi pas, ouais, on peut y voir un lien, pourquoi pas, ça Petite peut pique marcher. envers le monde de l'édition, qui l'a beaucoup rejeté au départ. Après, je sais pas. En fait, la chose que j'ai jamais su, c'est vraiment son point de vue à elle avec le recul d'aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose qui. Est-ce que ça la peine qu'on lui ait demandé de faire ça? Ou est-ce qu'elle s'en fiche? Ou... je sais pas du tout son point de vue par rapport à ça. Je crois pas qu'elle se soit exprimée, en tout cas pas récemment, sur ce fait-là, qu'on lui a demandé d'utiliser JK et qu'on lui a dit non, s'il te plaît, n'utilise pas ton prénom de Johan. Je sais pas c'est quoi son rapport par rapport à ça serait intéressant de savoir. Nous passons au hibou sonore de Laura. Hello Marina et Jérémy, je suis en train d'écouter votre podcast du coup et j'en suis à la chambre des secrets, donc je suis un petit peu en retard mais je rattrape mon retard doucement. J'en suis au moment en fait où on découvre où Dumbledore en fait dit que la chambre des secrets a bel et bien été ouverte une seconde fois. Je me pose la question, alors je sais plus son nom, mais le professeur qui enseigne l'histoire de la magie, qui est même un fantôme, il dit que c'est purement une légende, etc. quand Hermione lui pose des questions dessus. Mais est-ce que c'est pas bizarre que s'il enseigne dans l'école depuis très longtemps, il soit pas au courant de cette histoire finalement? Moi ça m'interroge un peu parce que y a quand même une élève qui est tuée, il devrait savoir pourquoi. Donc, à moins qu'il s'intéresse vraiment que en fait à ses cours. Enfin voilà. Bon, allez, des bisous. Merci Laura pour ton hibou. Alors en fait, il faut savoir que pendant de nombreux siècles et jusqu'à ce que la chambre soit ouverte en deuxième année, donc c'était quoi, les années 90, les années d'Hermione, de Ron, Hermione et Harry, la chambre des secrets était effectivement considérée comme un mythe. Parce que, en fait, au cours de l'année scolaire de Tom Jedusor, donc là on est dans les années 40, effectivement la chambre des secrets est ouverte. Il libère le basilic, qui tue notamment Mimi, mais ça ne s'est pas su en fait. Parce que face aux morts des élèves, les professeurs envisageaient de fermer l'école. Et Tom Jedusor, avec tous les sentiments dont il était capable, aimait cette école et voulait pas que l'école ferme. Et donc du coup, il s'est dit, en fait, il faut que j'arrête tout ça, il faut que je trouve un coupable. Et il a trouvé un coupable. Et c'est un coupable tout désigné parce qu'il a choisi le pauvre Hagrid qui adorait les créatures magiques et qui possédait une acromantule, donc qui est Aragog. Et donc du coup, il a dénoncé Hagrid et Hagrid a été viré parce que Tom Jedusor a fait... croire à l'histoire que Aragog avait tué les Némoldus. Et après, la chambre a été refermée. Et personne n'a su qu'en fait, c'était le basilic qui était à l'origine de ces morts. Et la chambre des secrets est restée à l'état de mythe jusqu'à l'année scolaire de Harry, où là, il a tout percé à jour et il a tout raconté, notamment à Dumbledore. Donc pour lui, pour lui, c'était vraiment un mythe, mais si je me souviens bien, dans le dialogue avec Hermione, pour lui, tous les mythes sont fondés sur des faits. Donc, je pense que tout le monde savait qu'il y avait une pièce cachée vraiment qui avait été créée par Salazar Serpentard, mais de là à lui prêter un monstre qui obéirait à son héritier, à son maître, il y avait une grande différence. Mais voilà, Binns n'a pas menti en fait aux élèves à ce moment-là. Vous voulez ajouter quelque chose? Bien résumé. Donc voilà, t'as tout résumé. Et on passe au hibou sonore de Rose. Coucou Jérémy et Marina. Alors moi je me posais une question à propos du chapeau magique. Donc j'ai fait quelques recherches sur le wiki Harry Potter. Donc j'ai trouvé notamment que le chapeau était initialement la propriété de Godric Gryffondor et que les 4 fondateurs de Poudlard l'ont ensorcelé pour en faire le chapeau magique. Donc il appartenait de base à Godric Gryffondor et puis ensuite il a appartenu à chaque directeur de Poudlard en exercice. Et le wiki Harry dit aussi que il est connecté à l'épée de Gryffondor. Et en fait moi la question que je me pose c'est, on sait que le chapeau peut faire apparaître l'épée, mais est-ce qu'il pourrait pas faire apparaître des objets d'autres maisons pour les élèves des autres maisons qui pourraient en avoir besoin?
parce qu'on sait que seul un Gryffondor pouvait faire sortir l'épée du chapeau. Mais pourquoi pas avec les autres maisons? Par exemple, quand Harry sait qu'il y a un Horcrux qui a un rapport avec Serre d'Aigle dans les reliques de la mort, il pourrait par exemple demander à un élève de Serre d'Aigle, par exemple Luna, d'utiliser le chapeau pour faire sortir le diadème, par exemple, puisqu'ils en auraient besoin pour détruire Voldemort. Donc voilà, c'est la question que je me pose. Merci Rose pour ton hibou. Bon, c'est une bonne question. C'est marrant de se dire quand même que ça aurait pu peut-être marcher, par exemple de faire demander à Luna le diadème ou à n'importe quel Poufsouffle la coupe d'Helga Poufsouffle par exemple. C'est assez marrant. Après, j'aurais tendance à dire que c'est pas possible, justement pour ce que tu expliques, le fait qu'en fait le chapeau, il appartenait à Godric Gryffondor. Donc ça, on le sait d'un écrit de J.K. Rowling de 2015 sur l'ancien Pottermore. Et donc de fait, je pense qu'il y a quand même un lien exclusif entre le chapeau et l'épée, un lien unique. Et je pense pas que ça s'applique aux autres maisons et à d'autres artefacts. Mais voilà, mais il n'y a rien qui prouve le contraire non plus. Donc j'aurais tendance à penser que y a un lien exclusif entre le chapeau et l'épée, mais on peut très bien imaginer qu'en l'ensorcelant aussi, les autres fondateurs aient pu donner d'autres propriétés magiques à ce chapeau et qui puisse être lui aussi utile à d'autres élèves. J'en doute personnellement. Mais en tout cas, comme je le dis, il n'y a rien qui prouve le contraire. Marina et Océane, je ne sais pas si vous avez une théorie, je ne sais pas si vous avez une opinion en particulier là-dessus. Oui, et je me demande juste, est-ce que l'épée apparaît forcément via le chapeau? On ne sait pas en fait, parce que ce qu'il est dit, c'est que l'épée apparaît pour les Gryffondors enfin voilà, les vrais Gryffondors, mais c'est pas forcément via le chapeau. Non, mais en fait, j'ai plein de questions qui me viennent. C'est pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de la coupe de Poufsouffle? Ouais, c'est ça. Ça Voldemort, j'ai besoin de la coupe. Ouais, c'est ça, c'est qu'en plus, je pense que... En fait, ce que dit Dumbledore, c'est qu'il y aura toujours une aide à Poudlard pour les élèves qui en ont le besoin. Et en ce qui concerne les Gryffondors, seul un vrai Gryffondor peut faire venir l'épée, quoi, faire apparaître l'épée. Donc, et effectivement, peut-être qu'il y a un autre moyen déjà que le chapeau de faire apparaître l'épée. Et comme tu dis, en fait, l'épée, on voit tout de suite l'utilité. T'es en danger, une épée, ça peut être utile. Une coupe, je suis pas sûr. Après, dans la philosophie des Poufsouffles, je veux dire, l'utilité number one, ça peut aussi être de boire un bon petit coup, tu vois. Ça peut être une question de vie ou de mort pour un Poufsouffle. Je vais bientôt mourir. Laissez-moi boire un dernier verre. Pourquoi pas? Et le diadème de la connaissance, je sais pas, parce que en même temps, il appartient à Helena Serre d'Aigle, mais elle refuse de le léguer, ce diadème, parce que je pense qu'une des qualités des Serre d'Aigle, c'est aussi que la connaissance, elle se mérite. Pour avoir des connaissances, il faut apprendre les connaissances. C'est pas quelque chose qu'on obtient que par la magie. Je vois pas trop dans quelle situation le diadème pourrait apparaître et pouf, ça vient t'aider. Quelque part, je trouve que le diadème de Serre d'Aigle ne représente pas vraiment la philosophie Serre d'Aigle. Donc, ouais, je sais pas. Je pense que l'épée, c'est quand même à part. Je pense pas que le chapeau peut faire apparaître un autre artefact. Après, on peut se dire, Dumbledore, quand il parle de cette fameuse aide qui sera apportée aux élèves de Poudlard, bah effectivement, il y a peut-être l'épée de Gryffondor, mais il y a sans doute... il n'y a pas que les Gryffondors qui peuvent être aidés, quoi. Donc on peut se demander de quoi il parle. Puis ça se trouve, il y a l'épée des... Je sais pas, il y a eu une épée de Serre d'Aigle ou autre, je sais pas, c'est pas possible. Bah, on n'a pas à notre connaissance, en tout cas. Il n'y a pas le monopole de l'épée chez les Gryffondors, tu vois. Il y a Fumsac, par exemple. Tu vois, je pense que l'aide de l'intervention de Fumsac, ça aurait pu être pour n'importe quel élève, peu importe sa maison. Ouais, c'est vrai. Et nous passons au hibou sonore de Juline. Bonjour la fréquence 9-3/4, je m'appelle Juline, j'ai 12 ans. Je voudrais savoir si vous savez si Harry parle toujours fourche-langue après qu'il ne soit plus un Horcrux et si ses enfants parlent fourche-langue. Merci, j'attends votre réponse avec impatience. Merci Juline pour ton hibou. À chaque fois que je reçois des hiboux des auditeurs, auditrices de 12 ans, je me remémore toutes les bêtises que j'ai pu dire. J'ai honte. Enfin bref, à cause de moi, à 12 ans, elle va imaginer... Juline, est-ce que tu vas imaginer désormais le bourreau torse nu? Non, imagine-le avec une chemise. You touch my tralala. Et ne cherche pas ce qu'est cette chanson. My ding ding dong. On traumatise les enfants de 12 ans.
Alors non, à la fin de la saga, Harry ne maîtrise plus le fourche-langue parce qu'en fait, il avait cette capacité de parler fourche-langue parce qu'il avait un fragment d'âme de Voldemort en lui. Donc du coup, il partageait certaines capacités exceptionnelles. Et donc du coup, avec la destruction de ce bout d'âme, de ce morceau d'âme, il ne peut plus parler fourche-langue. Et du coup, ses enfants non plus. C'est pas une capacité qui est propre à Harry en fait. Voilà. Fait intéressant, c'est que c'est quelque chose qu'on a appris sur Pottermore aussi en 2016. Mais pour le coup, ça faisait partie de ces informations qui n'étaient pas signées J.K. Rowling. C'est-à-dire que c'est pas J.K. Rowling qui l'a écrit. Donc après, on le prend un peu pour argent comptant. On sait pas vraiment la source, quoi. C'est Pottermore. Ça paraît très logique. Oui, par contre... Elle le dit vraiment dans le livre, qui partage certaines capacités, parce qu'il y a eu un lien très fort entre lui le jour où il a essayé de le tuer, en fait. Oui, même si c'est pas précisé dans le livre que Harry ne peut plus parler fourche-langue, l'explication de Pottermore fait vraiment sens. Non, c'était juste pour signaler qu'à l'époque, en fait, on avait des écrits de J.K. Rowling, donc là, clairement, c'est un peu dur de dire je suis pas sûr que ça soit sûr, parce que bon, c'est quand même l'autrice qui l'a écrit. Mais il y avait aussi des articles de Pottermore qui ajoutaient des éléments de l'histoire, et en fait, on était là en mode on sait pas qui, on sait pas si ça vient de J.K. Rowling, mais bon, oui, ça paraît logique. Après, dans les débuts de Pottermore, elle gérait beaucoup tous les écrits. Je pense très très présente. Je pense que c'était validé, mais voilà, pour le coup, c'est pas écrit noir sur blanc par J.K. Rowling. Et on passe au dernier hibou sonore qui est signé Bastien. Bonjour Marina et Jérémy, j'ai une petite question à vous poser sur l'origine du nom chemin de traverse. En fait, dans le 2, quand Harry il utilise la poudre de cheminette, il se trompe en disant chemin de travers. Et moi, je l'ai toujours un peu vu comme un jeu de mots parce qu'il prononce de travers le nom du lieu. Et donc, il y a le jeu de mots avec de travers. Et en anglais, c'est un peu la même chose parce que le lieu, c'est Diagon Alley. Et Harry prononce Diagon Alley pour dire diagonalement, quoi. Donc, il y a aussi un petit peu une question de travers. Et donc, je voulais juste savoir si, selon vous, J.K. elle avait anticipé le fait qu'elle allait vouloir faire ce jeu de mots dans le 2, et donc elle a choisi le nom du lieu dès le début de la saga pour faire ce jeu de mots, ou est-ce que c'est juste un petit peu une coïncidence et elle s'est rendue compte qu'elle pouvait faire le jeu de mots, donc elle l'a fait. Voilà, et bien en tout cas un grand merci pour ce que vous faites, c'est toujours un véritable plaisir de vous écouter, et je vous dis à bientôt. Merci Bastien. Alors c'est toujours un peu difficile de savoir qu'est-ce qui est anticipé par J.K. Rowling, qu'est-ce qui ne l'est pas. Je pense pas qu'elle se soit exprimée sur ce point-là spécifiquement. Ça peut marcher, pourquoi pas, parce que comme tu dis, il prononce le mot de travers, donc il peut y avoir un lien ici. Après, comme tu le dis, en version originale, je pense que c'est surtout un jeu de mots avec diagonale, parce qu'en fait c'est deux mots différents, Diagon et Ali. Et quand on le dit l'un après l'autre, ça fait diagonally, donc ça fait diagonalement, en fait, diagonale. Ce jeu de mots-là, il est certain. Après, est-ce que c'est lié au fait que Harry se trompe en le disant la première fois ? Je ne sais pas. Pourquoi pas ? Ce qui est intéressant, c'est que chemin de traverse, donc a été traduit en français par Jean-François Ménard. Sauf erreur de ma part, c'est une expression qui est préexistante, quoi, qui existe déjà. C'est pour un chemin de traverse, c'est un raccourci, non ? Ou si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ouais, ça existe déjà, ouais. Ouais. Donc pourquoi pas, je pense qu'on peut faire un lien, c'est pas non plus 100% évident, je trouve, mais pourquoi pas. Et c'est terminé pour la volière de cet épisode. Comme c'est la tradition, on fait un coucou aux hiboux sonores qui n'ont pas été retenus. Merci donc à Mallory pour ses réflexions sur la mort des Mange-Morts et de Voldemort. À Coué Fatigué sur le couple Harry-Ginny. À Artus sur le couple Neville-Luna cette fois. À Nathan qui vient du Québec, et on adore le Québec comme vous le savez. À Léa pour sa question sur l'Horcrux Harry, on te souhaite un bon rattrapage de nos épisodes. À Eva pour sa proposition de cadeau avec le labyrinthe Harry Potter, ça nous a fait vraiment plaisir. À Guillaume qui nous a contacté par mail. Et enfin à Mathis pour ses questions sur les Weasley et le Patronus de Ron. On a traité les messages reçus jusqu'à début février environ. Donc si vous nous avez envoyé votre vocal récemment, il sera peut-être retenu un peu plus tard. Et si vous voulez vous lancer, on attend votre message d'1 minute environ, en privé sur nos réseaux Facebook, Twitter ou Instagram, ou encore par mail à l'adresse fréquence934@gmail.com.
Au-delà de la volière, les réseaux sont aussi un moyen de garder le contact entre la sortie des épisodes. Et pour interagir davantage avec d'autres auditeurs, on vous invite également à rejoindre notre serveur Discord, qui est pas mal actif, ou encore le groupe Facebook privé. Les liens sont en description et sont là pour vous aider si besoin. C'est sur ce même serveur Discord que tout le monde peut candidater pour participer à une émission, tout comme l'a fait Océane sur cet épisode. Il peut y avoir un peu d'attente, donc n'hésitez pas à nous envoyer votre candidature dès maintenant et pourquoi pas partager un bon moment un jour autour d'un chapitre d'Harry Potter. D'ailleurs, Océane, on espère que l'expérience a été agréable pour toi et que ça t'a plu de partager cette émission avec nous. C'était infernal. Non, c'était top. J'ai beaucoup rigolé. En plus, t'as dû supporter mon fou rire de 5 minutes environ. J'adore, moi je suis rieuse, donc ça m'allait très bien. Tu as pu vivre tous les backstage et tout ce qui est coupé au montage aussi, ce qui est inconnu des auditeurs. C'est ça. C'était un super moment en tout cas, et merci beaucoup à vous, c'était trop cool. Ouais, c'est top. Voilà, n'hésitez pas à candidater sur Discord comme Océane, si le cœur vous en dit. Autrement, il y a bien sûr d'autres moyens de participer à la réussite de ce podcast, en parlant autour de vous évidemment, sur vos réseaux, ou en nous laissant plein d'étoiles sur votre appli d'écoute, que ce soit Spotify, Apple Podcast ou Podcast Addict par exemple. Merci au passage à Justine, Anaïs et Lisa, qui nous ont laissé de gentils commentaires récemment sur Apple, ça nous a fait super plaisir. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube parce qu'on sort tous nos épisodes là-bas également. YouTube Money, la fame, influence, tu connais quoi. Comme toujours, il est aussi possible de soutenir La Fréquence avec quelques galions via notre page Tipeee. Le lien est à retrouver là aussi en description. Même les plus petits dons nous sont très précieux. Et bien sûr, on cite tous les tipeurs actifs au moment de cet enregistrement, à savoir Virginie, Magali, Corsetilou, Camille, Yoran, Marie, Lolax, Mugiwara, Louison, Mademoiselle Or, Yonde, L'Arithmancien, Clara, Chloé, Mouni, S, Janus, Valérie, Charlotte, Mathilde, Aurélien, Kimi Duck, Kali, Mathilde, Miss Bookin et Nolan. Merci à vous et à tous ceux qui nous ont déjà soutenus sur cette page. C'est grâce à vous qu'on peut enregistrer cette émission dans de bonnes conditions techniques et c'est quelque chose de très important pour nous. On se retrouve très vite pour la suite de ce merveilleux tome 3 où on parlera animaux avec le chapitre 17 qui s'intitule Chat, rats et chiens. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt sur les ondes de La Fréquence. À bientôt. Ça se passera ce soir.